Bonjour à toutes et à tous, dobry den, dober den, dzień dobry, dobro dnia. Tiens, ça c'est en ukrainien. Yona podkivanok, bunaziwa, grüßgott, guten tag, saluton, bonjour à toute l'équipe. C'est un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. À la réalisation, on retrouve Nolan et Longo. Bonjour Nolan et puis bonjour à ton équipe. Marguerite, Assarem, c'est ça? Ramazan et Lucas. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous, bonjour Nolan. Aujourd'hui, 65e émission de Bienvenue à l'Est, on est ensemble jusqu'à 21h04. Une émission, c'est précis, hein. Une émission aujourd'hui placée sous le thème de l'art et de l'écologie dans nos intérieurs. Tout d'abord, elle vient de Lausanne, en Suisse, elle est peintre. Elle peint des portraits mais magnifiques, et pas que. Irena Maric. Bonjour Irena, bienvenue. Bonsoir Jérôme, merci pour l'invitation. Un réel plaisir. Aujourd'hui, c'est aussi une spéciale entreprise et relations internationales. Nous avons le plaisir de recevoir Gladys Epayi, PDG des entreprises Mondair et Enexter, déjà installées sur les 4 continents. Bonjour et bienvenue Gladys Epayi. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Un plaisir. Vous la connaissez déjà, elle est femme d'affaires, c'est une femme de déclic. Mina Gajovic est avec nous. Bonjour et bienvenue Mina. C'est toujours un réel plaisir de te recevoir. Franchement, surtout qu'on va parler entreprise et bien-être. Donc ça, c'est très bien. Exactement. Bonsoir Anna, bonsoir Jérôme, merci pour l'invitation. Bonsoir et nous parlerons aussi du cinéma, des charts de la semaine, des artistes sur scène, des expos à voir. Et bien sûr, on aura le journal européen des sports et l'actu fashion. Et bien sûr, la météo européenne. Et puis on remercie Sophie pour les photos, les vidéos. Bref, bravo Sophie. Merci. Merci, on va pouvoir voir tes œuvres sur les réseaux. Bienvenue à l'Est, c'est parti. Place aux anniversaires des... Aujourd'hui, peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour, notamment la chanteuse polonaise Edyta Górniak, connue à l'international pour ses 4 octaves dans la voix. En juin dernier, Edyta Górniak recevait le trophée de Superstar des Pléiades 2025 pour sa présence constante sur la scène musicale polonaise depuis sa participation à l'Eurovision. C'était en 1994. Bon anniversaire à l'actrice bulgare Paraskeva Djoukelova, sociétaire du Théâtre National Ivan Vazov de Sofia. Elle est actuellement à l'affiche de 3 pièces. Le 29 novembre, Oti Koyato Idasi, Ô toi, qui que tu sois. Et le 28 décembre, Belekitier Podlinia The Footnotes, 2 pièces de Milena Ivanova. Et le 16 décembre, dans Lisicheta, Les Petites Renardes, un drame de Liliane Hellman. Bon anniversaire à l'acteur roumain Vasile Mourahu, qu'on a pu voir dernièrement dans Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé, de Bogdan Murashanu, un grand. Bon anniversaire à l'actrice franco-ukrainienne Olga Kurilenko, une carrière internationale qui l'amène des 2 côtés de l'Atlantique avec plein de films qui vont arriver le 4 mars 2026, Alter Ego avec Laurent Lafitte, mais aussi Let God Sort It Out du Britannique Jamie Adams ou encore Fox Hunt du Chinois Léo Zhang. Bon anniversaire à la chanteuse romaine Raluca. Son titre Lullaby, un duo avec Wenzel, sorti le 31 octobre dernier, est toujours sur les plateformes de téléchargement légal. Et son titre Era culmine 2,5 millions de vues sur YouTube. Bon anniversaire aussi à l'actrice ukrainienne Ivana Sakno. Les fans de Star Wars l'auront reconnue. Elle joue le rôle de Shin Hati dans la série Star Wars Ahsoka. La saison 2 serait prévue pour 2026. Bon anniversaire à la chanteuse serbe Marija Šerifović. Šerifović. Il y a un médecin sur le S. Le 22 novembre, elle sera en concert en Italie au CMP Arena de Bassano del Grappa du côté de Venise. Et oui, pensée du jour au violoniste ukrainien Leonid Kogan. Il était considéré comme le plus grand violoniste de l'Union soviétique. La mort l'a surpris le 17 novembre 1982 dans un train reliant Moscou à Yaroslavl, où il devait donner un concert avec son fils Pavel.
Pensez aussi à la cantatrice autrichienne Léonie Rizanek. Sa voix de soprano émerveilla beaucoup d'opéras dans le monde. Elle était réputée pour l'expressivité de son chant et la puissance de sa voix. Et puis pensez enfin à cet homme qu'on connaît plus comme le père de Wolfgang Amadeus Mozart, le compositeur et violoniste allemand Léopold Mozart. Voici un extrait d'une de ses compositions, le concerto pour trompette et orchestre en ré majeur LMV 9-13. Voici le début du deuxième mouvement, Allegro Moderato, interprété par l'orchestre de chambre de la radio sarroise sous la direction de Karl Ristenpart. À la trompette, Adolphe Scherbaum. Et oui, Léopold Mozart. Et il était allemand, t'as vu. Alors que Wolfgang Amadeus Mozart, lui, est autrichien. Et oui. Et oui. Ah, les aléas de l'histoire. Et oui. Place aux charts de la semaine, Jérôme. Alors, on va débuter avec une nouveauté qui marche. On part en Macédoine du Nord avec le duo serbe Sandra Afrika et Jackson pour leur titre Laganica. Un titre très court, 2 minutes, et un clip qui donne la pêche, tout ce qu'il fallait pour faire en seulement 4 jours plus d'1 demi-million de vues sur YouTube. YouTube où ils arrivent en tête des charts internationaux macédoniens. Un clip au message clair, la femme fait ce qu'elle veut et peut dominer le monde, à l'image d'entrée de jeu où Sandra Afrika, vêtue de noir comme ses danseuses, est assise sur le bord d'une baignoire à l'émail blanc et où est affalé le rappeur Jackson, vêtu de blanc. Vrai face à face, Sandra Afrika montre sa force de caractère, quitte à se maquiller en se regardant dans une lame de couteau. Elle maîtrise Jackson, lui mettant du ruban adhésif sur la bouche avant de l'embrasser avec un rouge à lèvres encore frais. C'est un clip qui vaut le coup. Mais attention, l'homme à la cagoule de Vito et Bayaga ne sont pas loin. Quand deux générations se rencontrent, ça dépote. Déjà plus de 874 000 vues en 24 heures pour leur titre Astronaut, avec un clip entre scène dans l'espace et un dessin animé, avec une musique qui vous rentre dans la tête sur des paroles parlant de l'astronaute. Paroles faciles à retenir. Et là, vous allez voir les deux bonhommes, hein, parce qu'on voit qu'ils sont pas du tout de la même génération. Astronaute, Yatodogo Nisam Znao. Astronaute, je l'ignorais depuis longtemps. Excusez mon serbe. On t'excuse, t'inquiète. Hein? On t'excuse, oui. Ah, ben, et puis cap enfin sur la Lettonie avec Passé Diet, le nouveau single de Denis Silrak et Sudrabu Search, déjà numéro 1 sur Spotify et YouTube dans le pays avec 146 000 vues en seulement 2 semaines. Musicalement, le morceau mélange rap moderne et rythme électronique avec un beat hypnotique qui alterne passage calme et moments plus puissants. Denis apporte des couplets incisifs, Silrak complète avec un flow plus mélodique, tandis que Sudrabu Search signe une production dynamique et percutante. Le résultat, un morceau qui reste en tête, à la fois entraînant et accessible, avec une identité sonore clairement lettonne. Côté clip, les plans sont travaillés, dynamiques et originaux. On retrouve la bande de chanteurs et leurs potes en pleine détente, à fond en voiturette de golf, en train de jouer dans tous les sens avec leur club de golf, en plein apéro sur un bateau au coucher du soleil, et des plans de soirée en appartement avec lumière tamisée, fumée et boissons, toujours avec modération, affalés les uns sur les autres. Les plans rapprochés soulignent l'intensité des paroles, de la complicité entre les interprètes, créant une atmosphère intime. L'image vient renforcer le message du morceau, une pause dans le quotidien, un moment suspendu pour réfléchir et ressentir. Passé Diet s'impose ainsi comme un tube incontournable de la scène lettonne actuelle, à la fois moderne, visuelle et émotionnellement
captivant. Une chronique signée Gabriel d'Antoine. Je vous invite à découvrir tous ces titres sur notre chaîne Spotify Bienvenue à l'Est Média, que ce soit sur notre playlist Les Super Charts 2025-2026 ou encore dans les Super Hits par pays. Voilà. Et là, en l'occurrence, pour la Lettonie, c'est les pays baltes. Ils sont 3 réunis, mais bon, voilà, c'est les pays baltes. Exact. Je me demande d'ailleurs si on va peut-être pas laisser séparer Estonie, Lettonie et Lituanie. Ça bientôt, serait bien. Bientôt, on va le faire. Je vais le faire. Merci Jérôme. En place au cinéma. Eh ben oui, ça bouge beaucoup. La semaine prochaine, les festivals ne vont pas manquer. Tout d'abord, au Benin, dans la Drôme du 16 au 23 novembre, auront lieu les 27e rencontres des cinémas d'Europe, avec notamment un cycle spécial Voyage en Pologne, consacré au cinéma polonais contemporain, du documentaire au drame. Joanna Lapinska, directrice artistique du Festival du film polonais de Gdynia, sera présente pour présenter ce focus et échanger avec le public. On continue avec la 9e édition d'un week-end à l'Est. Cette année, la capitale choisie, c'est Bucarest. Et ça se déroulera du 18 novembre au 1er décembre prochain au Christine Cinema Club, 4 rue Christine à Paris, et au Nouvel Odéon, 6 rue de l'École de médecine, métro Odéon en ce qui concerne le cinéma, avec donc 10 séances en présence des membres des équipes de films, notamment plusieurs films de Christian Mungiu, comme Occident, le 18 novembre, ou encore 4 mois, 3 semaines, 2 jours, mais aussi ce nouvel an qui n'est jamais arrivé de Bogdan Mureșanu, ou encore le voyage de Monsieur Krudlic d'Annika Damian. Ce festival, ce ne sera pas que du cinéma, il y aura aussi des expositions, de la danse, des débats, de la littérature et de la musique. Renseignements sur le site weekendalest.com. Et puis un événement dans le cadre du festival Check-in 2025. Les séances hors les murs vous proposent le 17 novembre à 19h le film Milada de David Mrnka à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, au 5 rue Lebeau dans le 4e. Ce film est proposé à l'occasion de la Journée internationale des étudiants et de la lutte pour la liberté et la démocratie, et le 36e anniversaire de la Révolution de velours, dite aussi Révolution douce, selon qu'on soit en République tchèque ou en Slovaquie. Un film très fort puisqu'il raconte l'histoire de Milada Horáková, figure emblématique de la résistance tchèque et symbole universel du courage face à la répression. Cette soirée marquera le 75e anniversaire de son exécution, un hommage vibrant à la liberté, à la vérité et à la dignité humaine. La projection sera suivie d'un débat avec les historiens Catherine Aurel et Jean-Philippe Namon. Réservation obligatoire à l'adresse mail Kinovisegrad, KINOVISEGRAD @hotmail.com. Et puis enfin, un autre festival qui vaut le détour, la 2e édition du festival du film slovène, qui se déroulera du 20 au 23 novembre au cinéma à l'Entrepôt, cette rue Francis de Pressensé à Paris dans le 15e. Vous pourrez découvrir l'originalité, la vitalité et la diversité du cinéma slovène, avec pas moins de 7 longs métrages, dont 5 réalisés par des femmes et 2 par des hommes. Des œuvres audacieuses, sensibles et engagées, des projections qui se feront bien sûr en présence des équipes des films. Vous allez être surpris, ça c'est moi qui vous le dis. Le jeudi 20 novembre à 19h30, le 2e festival du film slovène s'ouvrira sur le film Duška Djukić, Kaiti Jedelica, Little Trouble Girls pour son titre en anglais, avec notamment Yara Sofia Ostan et Mina Schwager. Ce film qui sortira en salle le 11 mars 2026 et qui représente la Slovénie pour les prochains Oscars, raconte l'histoire de Lucia, une jeune fille introvertie qui rejoint la chorale de son école et se lie d'amitié avec Anna Maria, jeune fille populaire et séduisante. Confrontée à un environnement inconnu et à l'éveil de sa sexualité, Lucia commence à remettre en question ses croyances, perturbant l'harmonie du cœur. Je parle tout le temps, voici la bande-annonce. Kdaj si ti menstruo dobila, Klara? Pri 13. Kaj pa ti? Jaz se še ne. Pa veš, da te nekaj prvače? Še kar začutiš, ne? Tako malo ti je toplo, na spodaj, pa na teščini,
Dobar je. In to tako gre. Če človek nekaj zagreši, mora potem pojesti nekaj kislega grozdja in se s tem spokori. Zbor je skupna formacija in če bo vsaka delala nekaj po svoje, bo se razpadala. Boj! Lucija, a lahko prosim ne sanjaš, ampak si z nami? Et oui, on passe tout de suite aux artistes sur scène. Tout à fait. Le festival Jazzy Color, depuis la semaine dernière, est sur les scènes parisiennes où le FICEP, le Forum des Instituts culturels étrangers à Paris, vous invite, si vous aimez et si vous voulez découvrir le jazz en passant un merveilleux moment à l'écoute des plus grands noms du genre. Oui, mercredi le 19 novembre à 20h au Goethe-Institut, place au Kariya Hauptmann Duo, un duo de piano rare et de haut vol, composé de Kirke Kariya. On va voir l'affiche. L'une des voix les plus marquantes de la scène jazz estonienne est Félix Hauptmann, grande figure jazz de Cologne. Ensemble, ils brouillent les frontières entre improvisation libre et composition spontanée. Leur musique est à la fois puissante, poétique et empreinte d'humour, un moment d'écoute rare à ne pas manquer. Le Goethe-Institut, c'est au 17 avenue d'Iéna à Paris, dans le 16e. Réservation conseillée sur le site du Goethe-Institut. On continue toujours avec le jazz, avec le jeudi 20 novembre à 20h30. Le Tunu to Blue Trio, actuellement en tournée dans toute l'Europe, s'arrêtera sur la scène de Sunset Sunside, au 60 rue des Lombards à Paris, dans le premier. Proposé par l'ambassade d'Estonie, le Tunu to Blue Trio, c'est un voyage musical qui excelle en improvisation jazz, hip-hop ou encore dub. Comme disait le grand Frank Zappa, le jazz n'est pas mort, il a juste une drôle d'odeur. Ne les manquez pas, leur prochain concert ce sera à Saarbrücken le 21, Strasbourg le 22, à Helsinki le 25 novembre. Réservation conseillée sur le site du Sunset Sunside. Et puis samedi prochain, le 22 novembre, le jour de la Sainte-Cécile, toujours dans le cadre du festival Jazzy Color, le trio Peter Sarik X Bartók, l'une des formations les plus célèbres de la scène hongroise et qui jouera au Centre culturel de Serbie, au 123 rue Saint-Martin, eh bien, il affiche déjà complet. C'est cool. Et enfin, pour la musique classique, si vous êtes en Alsace, ce n'est pas très loin, elle joue ce soir, mais aussi en concert ce week-end, samedi à 20h à l'église protestante de Huguenot et dimanche à 17h à Temple-Neuf à Strasbourg. L'orchestre vous invite à des concerts entrée libre avec Mendelssohn au programme, avec entre autres la pianiste soliste Inga Kazantseva, qui interprétera le concerto pour piano numéro 1 en sol mineur, opus 25. Et on passe tout de suite à notre interview avec notre première invitée, Irena Maric. Alors, Irena Maric, moi je vais juste dire d'abord une citation. Encore merci d'être là. L'art a toujours été pour moi un langage, un moyen d'explorer et de traduire les émotions les plus profondes. De ma Serbie natale à mon installation en Suisse, chaque étape de mon parcours a nourri mon expression artistique et façonné mon identité en tant que peintre. J'adore cette phrase. Encore bienvenue. Ma première question, Irena, pourquoi la peinture ? Alors d'abord, merci Jérôme, merci Anna pour votre invitation. Pourquoi l'art ? Parce que je trouve, depuis toute petite, j'ai toujours choisi l'art de m'exprimer. À partir de 5 ans, j'ai dansé pendant 15 ans. Et d'abord, c'était danse, l'art. Le corps. Oui, le corps. Et après, j'ai fait mes études d'abord et ça continuait par l'art. Voilà. C'est toujours de l'art, mais là, pour le coup, c'est la peinture. Oui. Et alors, pourquoi avoir pris le pinceau ? Pourquoi la peinture et pas la photographie ? J'ai eu la chance parce que d'abord, dans ma vie, j'ai fini l'université d'économie et j'ai travaillé 7 ans dans une entreprise pour télécommunications en face de mon bureau.
j'ai eu la chance de connaître un artiste peintre très connu en Serbie. Et on a fait toutes les pauses à midi, les apéros ensemble. On a passé énormément le temps ensemble. Et il a reconnu en moi truc. Oui. Le truc. Oui. Et grâce à lui, je lui appelle toujours le 12e papa dans ma vie. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dragan Stokic Rajački. Il était aussi le professeur dans l'université que j'ai fini, là-bas en Serbie de Beaux-Arts. Et du coup, grâce à lui, j'ai découvert l'art et la peinture en moi. Et j'ai pris ce schéma d'abord comme passion et après, ça est devenu le métier. Eh ben, c'est génial. Moi, j'adore ça, moi. Alors, Irena, vous dites que tu dis que l'art est comme un voyage intérieur. Comment définis-tu tes œuvres? C'est un miroir. C'est ça. C'est ça, exactement. Chaque tableau représente moi et ma vie. Et chaque période de ma vie représente aussi le changement artistique et émotif que j'ai choisi de créer. C'est toujours lié par rapport de la période, qu'est-ce que j'ai vécu. C'est ça. Et alors, il y a un truc, c'est que... alors, moi, ce que j'ai remarqué en regardant tes peintures, c'est que, tout d'abord, c'était d'abord les paysages. C'est pas tout de suite été les visages, c'est les paysages. Mais quand on regarde une certaine peinture, moi, il y en a un qui m'a sauté aux yeux, c'est Claude Monet. Est-ce que c'est un peintre qui t'a influencé? Exactement. C'était le roi de ma vie. J'adore. Exactement. J'ai toujours regardé ces peintures et j'ai appris En fait, j'ai passé tellement de temps à Paris juste de regarder ces tableaux pour apprendre chaque motif, chaque pièce vraiment sous les détails. Et j'ai appris pas mal de choses en visuel. Ouais. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand en peinture, tu fais le mouvement. C'est comme la danse, en fait. Exact. C'est un vrai langage aussi. Exactement. C'est comme je danse sur le toile. Exactement. J'ai juste transformé la danse en peinture. Comme quoi, tu vois, tous les arts se relient. Hein, c'est génial. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé en 2024 pour laisser place à cette nouvelle ère artistique? On voit des visages qui sont magnifiques, d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait... c'est la lumière de l'âme, en fait. C'est exactement. Lumineux. Alors, depuis le 2018 jusqu'au 2024, j'ai pris un schéma de travail personnel, spirituel, où j'ai fini 18 cours en ligne en spiritualité. J'ai fait des hypnoses, des constellations familiales, soins énergétiques, tout. Je peux vraiment parler en émission séparée juste par rapport de ça. Où j'ai réussi vraiment de voir qui je suis et de présenter ça vraiment 100%, sans limite. Vraiment qui je suis et qu'est-ce que je veux vivre là, aujourd'hui. Et cet changement est arrivé après cette transformation personnelle et spirituelle. D'accord. Et donc, du coup, ça a donné donc les portraits qu'on peut voir à l'écran pour ceux qui nous suivent en images. Exactement. C'est vrai que... J'ai beaucoup travaillé sur les émotions que j'ai portées en moi et j'ai pas osé plus avant de les sortir. Ouais. Oui, Gladys. J'aimerais savoir, est-ce que ce sont des visages qui vous viennent comme ça ou est-ce que c'est inspiré Non. Est-ce que c'est inspiré de vraies personnes? Alors, c'est un mix plutôt. Les émotions et les yeux, tout ce qui porte les émotions, c'est moi, ma personnalité. Et les visages ou les détails sur les tableaux, soit sont liés sur mon schéma spirituel, soit par mes amis, soit sur les femmes qui m'inspirent dans ma vie personnelle. C'est vraiment un mix de ma vie complètement, voilà.
dans un tableau. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que cette nouvelle série c'est Harmonie de lumière, âme connectée, c'est ça? Exactement. C'est quoi le processus de création, justement? Dans le moment présent où je commence un tableau, la plus forte émotion que je porte dans cet instant me guide qu'est-ce que je vais peindre. D'accord. Soit c'est une leçon de cette semaine ou une émotion ou un certain détail de vie, de ma famille ou de la vie personnelle. C'est toujours lié avec moi-même. C'est selon la respiration que tu as qui permet de... Exact. D'ailleurs, on va peindre. Exactement. D'accord. C'est de la peinture, enfin c'est de la respiration. Et alors justement, il y a... T'as aussi un cœur. Et tu invites aussi les gens, en tout cas sur ton site, tu invites les gens à leur proposer de faire leur portrait intérieur. D'après ce que j'ai vu. Oui. Comment est venue cette idée et puis surtout, quel en est l'objectif? En fait, tous les portraits que j'ai déjà faits dans la vie, ça m'a fait énormément heureuse de voir les gens, après quand ils reçoivent en fait le tableau qui est déjà fait, qu'est-ce que le tableau peut réveiller dans cette personne et qu'est-ce que mon tableau peut amener dans la vie de cette personne pour qui j'ai fait le tableau. Et chaque fois, j'ai la même feedback, c'est que j'ai amené la lumière, la vie et les mémoires pour toute la vie. Et que tu peins sur nature? Sous la nature, la nature toujours amène les espaces qui sont énormément importants au niveau émotionnel sous la vie privée de quelqu'un ou de moi-même. Ça dépend pour qui je fais, si ça vient pour exposer, me présenter personnellement ou si c'est un motif que c'est une commande pour certaines personnes, c'est toujours quelque chose qui est important pour la famille ou pour quelqu'un qui je fais. Et du coup, tu rencontres la personne. Exact. Et, on partage. Et vous parlez tous les deux, c'est ça? On parlait de détails. Qu'est-ce que ce paysage représente pour la famille ou pour la personne que je vais créer? Et ça me guide comment je vais créer le tableau. Et c'est pas forcément un portrait, ça peut être une scène. N'importe, ouais, exactement. Et ça peut être des commandes de portraits. Exactement. Ouais, j'ai fait pas mal de portraits pour les naissances, pour les mariages ou retraites, et ça amène les larmes dans les yeux toujours sur les personnes à qui j'ai fait. C'est une sacrée émotion, surtout que quand on voit les œuvres, c'est vraiment. Ça respire quoi. Il y a du relief. Hein, ça, comme on dit, c'est plastique. C'est ça quand il y a du relief dans un dessin. Ouais. C'est plastique. C'est pas du 2D quoi. Enfin, t'as l'impression. Il y a beaucoup d'expressions et ça j'adore. C'est en fait la base de ma passion. C'est vraiment travailler avec spatule et vraiment exprimer l'émotion que je porte en instant. Ouais, c'est ça. Le mouvement du pas. Le mouvement est c'est incroyable. Ça donne envie de me faire un portrait. Demande, écoute, en direct. Demande. Oui. Oui, avec grand plaisir. Demande formulée. Demande formulée, acceptée. Bon, écoutez, on va vous laisser après. Hein. Là, c'est bon. On va finir de voir l'émission. Puis... Oui. Alors, il y a aussi une exposition qui va ouvrir demain et jusqu'au 30 novembre. Exactement. C'est Soleil d'Ambre, une exposition collective de la galerie The Muska qui se trouve au 13 rue d'Ormesson à Paris dans le 4e. Une exposition dont tu partages l'affiche avec les peintres Jacqueline Poitvin, Ambafi ou encore Marie F. Kia. Pour les amoureux de vernissage, il aura lieu jeudi prochain, le 20 novembre, à partir de 18h. C'est une exposition qui explore donc la lumière à travers sa chaleur, sa clarté, ses contrastes, son langage. À quoi doit s'attendre le public ?
Alors, j'ai choisi les motifs des femmes et des animaux qui représentent vraiment, qui sont amenés la lumière dans ma vie privée et je partage ça avec la public. J'aimerais bien amener aussi la lumière à les autres. Est-ce que le tigre est présent? Non. Ou le chat? Non, on n'a pas le tigre chat, malheureusement, cette fois. C'était au mois de juin aussi à Paris. Mais alors, allez sur son site, www.irena. irenamaric.com. Voilà, maric.com. irenamaric.com. maric.com. Et franchement, vous allez voir, c'est des trucs de dingue. Franchement, non, mais Merci, c'est pour même pour les enfants à Noël. Enfin, non, mais tu verrais, t'as l'impression que le tigre, il sort de l'image. C'est un truc de dingue. Puis alors, le chat, avec le profil, tu sais, la tête du chat, qui, en fait, à chaque fois, on a toujours l'impression qu'il se pose des questions, mais là, c'est vrai. T'as l'impression, c'est comme les photos, en fait. C'est magnifique. Voilà. Et donc, et c'est ça. Alors, comment oui, et donc du coup c'est très bien. Le processus pour cette exposition, vraiment pendant la création des tableaux, j'étais dans l'état de méditative. Oui. J'ai médité, ça a vraiment sorti de ma pas de mon corps. La lumière animale et la lumière animale, elle est différente de la lumière humaine ou un petit peu. C'est pas la question de lumière. Je trouve que certaines émotions que j'ai présentées sous les yeux des animaux, j'arrive pas à présenter avec les corps humains. D'accord. Il y a un côté sauvage qu'on n'a pas. Exactement. Ouais. D'accord. Ouais. Et avec les félins, peut-être aussi de la violence que tu arrives pas à représenter à travers les humains. C'est pas la violence, c'est plutôt cette côté quand je peins les animaux, c'est comme je peins la terre où on est, l'émotion de la terre. C'est plus facile de le présenter par les animaux que par les humains. Ouais. La terre-mère, Gaïa. Exactement. Ouais, beaucoup plus profonde. Ouais. Nature. C'est trop génial. Bon, et le 20 novembre, donc vernissage, ça s'appelle donc Soleil d'Ambre. On verra, je sais pas si on a l'affiche là, mais non. Ah bon, sinon on la verra à la fin. C'est donc 20 novembre à la galerie The Muska. On peut suivre sur les réseaux. Exactement, tout est sur les réseaux sociaux et sur mon site. Voilà, www.irenamaric.com. maric.com. Merci beaucoup Irena. On va se retrouver après le journal parce qu'on va faire un petit débat justement sur comment bien vivre à la maison et tout. Parce que là on va faire, avant d'accueillir Gladys et Pailly, on va parler un petit peu des partenaires. La Fédération France-Slovaquie, association européenne qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison à travers leurs événements comme le samedi 15 novembre prochain à Rueil-Malmaison, demain de 16h à minuit pour un Slovenské hody inédit. Alors, on va pouvoir danser, on va même mettre l'affiche. On pourra danser, chanter avec le groupe Nadeje tout en dégustant un succulent repas préparé et servi par l'école hôtelière de Stari Smokovec. Ils sont en cuisine, ils sont déjà en train de préparer et manger. Ils sont arrivés il y a 2 jours. Exact. Et ça donne envie. On voit ce qu'ils préparent. Et alors ça va être une belle fête parce qu'on est déjà 212. Donc vous pouvez prendre le QR code et puis pouvoir vous inscrire à cette soirée. Vous allez passer un super moment. Voilà, il y a même une tombola avec de nombreux cadeaux comme un voyage entre autres. Information sur le QR code ou france-slovaquie.com. Perso, on y sera. Exact. Et notre deuxième partenaire, l'association qui prend soin de votre beauté et du style et qui pense que le bien-être est important pour chacun. Et c'est pour cette raison l'association s'occupe des formations pour les personnes en insertion sociale, j'ai oublié le mot.
qui change le milieu professionnel en conversion, en conversion professionnelle par exemple, et elle prend en charge le relooking des femmes et des hommes en situation de vie difficile. L'ACI dispense également les formations aux étudiants dans le supérieur afin de les former à une meilleure communication non verbale. Et on soutient aussi des créateurs de mode responsable. Et jusqu'au dimanche, il y a la boutique éphémère au 37 rue des Petites Écuries à Paris où il y a plusieurs créateurs, enfin plutôt créatrices d'ailleurs, On va voir l'affiche. françaises. Et on propose des vêtements en upcycling, des accessoires, des sacs, des chaussures, des objets de décoration, etc. Voilà, il reste 2 jours, venez nous voir. Et ouais, c'est upcycling. On est vraiment dans l'écologie aujourd'hui. Ah, Et, complètement. alors, vous savez que le lieu où nous vivons joue aussi sur notre santé. Et aujourd'hui, nous allons parler habitat et écologie. Vous êtes chef d'entreprise, Gladys, fondatrice de Mondaire et Inexter. Et aujourd'hui, 2 sociétés qui exportent à l'international. Comment dirais-je ? Et avec votre entreprise, donc Mondaire, vous transformez les espaces en environnement pur et durable grâce à une expertise de la qualité de l'air intérieur et en conception d'aménagement respectueux de la santé. Et avec votre entreprise Inexter, vous concevez des canapés sains et des lits écologiques conçus pour le bien-être des gens et le respect de notre planète. C'est un sacré challenge. Tout à fait, bien résumé. Et J'ai aussi écrit, je l'ai emmené pour l'occasion, ouais, le guide de l'air intérieur pur. le guide de l'air intérieur pur. Eh ben, oui, c'est signé. Enfin, c'est signé, donc Gladys et Pailly. Ma première question, qu'est-ce qui vous a amené à créer ces 2 sociétés ? Alors en fait, c'est issu d'une expérience personnelle que j'ai vécue avec mes enfants qui étaient petits. Alors, On peut l'enlever, on peut enlever du pied, hein, ça sera plus simple. Voilà. Donc je disais, quand mes enfants étaient en bas âge, ils ont fait notamment ma fille, j'en ai 3 des enfants, et ma fille particulièrement avait fait une crise d'allergie à cause de polluants chimiques qui émanaient d'un tapis. Et dans la continuité, on a à l'époque regardé une émission, Capital, qui montrait en démonstration un expert qui venait vérifier dans les chambres d'enfants le taux d'émission de polluants. Et qui disait que ça explosait toutes les valeurs guides de l'OMS, etc. Donc des normes. Et c'est là que moi j'étais en pleine rédaction de mon concept d'agence de design et je me suis dit je peux pas ouvrir un cabinet et intoxiquer les personnes. Non, ça c'est clair. Voilà, donc je me suis formée sur l'expertise qualité de l'air intérieur pour créer une agence de design innovante en alliant l'expertise qualité de l'air au design intérieur écologique. Donc j'ai expérimenté en Guyane, j'ai fait plusieurs concours dans les dom-toms, etc., qui m'ont amené ensuite à m'installer sur Paris. Et petit à petit, j'ai créé la marque de mobilier, de canapé, voilà, Made in Europe. Que vous voyez des meubles en photo pour ceux qui nous suivent en images. Alors, on va commencer par Mondaire. Comment ça marche ? Il y a d'abord une analyse, c'est ça ? Tout à fait. Donc on utilise des capteurs pour vérifier les polluants qui sont présents dans l'air, aussi bien les polluants chimiques, mais le taux d'humidité, la température, le taux de CO2. Donc on vérifie plusieurs paramètres qui nous permettent ensuite de donner un rapport au client avec des préconisations. Et ensuite, on va expliquer au client qu'est-ce qu'on a repéré comme geste aussi du quotidien qui ne va pas. Et en plus, des éléments visuels qu'on aura repérés et qu'on soupçonne d'être émissifs. D'accord. Non, mais c'est vachement intéressant. Il y a aussi donc il y a une équipe d'experts et puis il y a des labels et des normes. Tout à fait. Et alors les normes pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est quoi les labels BREEAM et Clé Verte? En fait, ce sont des labels qui sont très souvent utilisés dans le secteur hôtelier, notamment, qui permettent de régir toute la partie de gestion de bâtiments, qui propose justement une qualité, en tout cas dans un des paramètres, il y a la partie qualité de l'air intérieur qui rentre en jeu.
Ce sont des labels qui concernent la partie architecture notamment, globale. Voilà. Oh. Donc ça va aussi, par exemple, sur la mise en place, le label Clé Verte, il est assez large sur le recyclage, les économies d'énergie. Voilà. Et l'axe qualité de l'air intérieur, nous, on est spécifique dessus. Ah, comme quoi, tu vois, l'upcycling, hein, c'est important. Et puis, après être intervenu, alors il y a un accompagnement, en fait. Vous n'oubliez pas le client. C'est bien ça. Vous continuez quand c'est fini. En fait, c'est pas terminé. Il y a un contrôle derrière, c'est ça? Alors, l'idée, c'est de d'abord faire un état des lieux, parce qu'en fait, l'air, c'est invisible. Donc, on rend visible ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et bien souvent, on ne se rend pas compte que l'air est pollué parce qu'on a parfois des petites odeurs, mais sans plus. Il n'y a pas de réel gêne, ça dépend des personnes. Certains vont avoir des symptômes tout de suite, la gorge qui gratte, ou les éternuements, ou le nez qui pique. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est le fait d'être exposé très très régulièrement qui va faire qu'au long de la vie, des personnes vont finir par devenir allergiques alors qu'au départ, ils ne l'étaient pas. Et donc, en France, il y a environ, alors je ne vais pas dire de chiffres, je ne me rappelle plus exactement, il y a en tout cas un nombre exponentiel de plus en plus de personnes qui deviennent allergiques à cause de tous les perturbateurs endocriniens qui sont dans notre environnement. Les phtalates, en l'occurrence. Exactement. Les COV, donc après, entre l'eau, l'air, ce qu'on mange, etc., plus les vêtements, ça fait un ensemble. Donc nous, on est spécialement sur l'air. C'est très bien. Donc, comme on dit, il faut sortir. C'est jamais bien de rester enfermé chez soi. Exactement. C'est vrai que sortir, c'est toujours mieux qu'à l'intérieur, sauf en cas, par exemple, de gros incendies, par exemple, ou de pics de pollution de l'air extérieur. Les intérieurs sont quand même 8 fois plus pollués par rapport à l'air extérieur. Donc même si vous ouvrez vos fenêtres, c'est tout de même mieux que de ne pas les ouvrir du tout. Voilà. Ouais. Il faut les ouvrir en grand, pas seulement tout minimum 10 minutes par jour, chacune des pièces. Voilà. Et l'idée, c'est qu'au-delà de la partie vérification de la qualité de l'air, on va accompagner jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir rectifier. Donc, dans le cadre de rénovation, on va accompagner le client sur comment réaménager l'intérieur de manière plus saine, mais aussi mettre en place parfois des dispositifs pour purifier la qualité de l'air intérieur. Donc, ça peut être des dispositifs végétaux, parce qu'il y a des plantes qui rentrent dans le cadre de la purification de l'air intérieur, mais ça peut être aussi des outils technologiques, comme on connaît plusieurs marques. Alors certaines ne sont pas forcément très efficaces, plus le côté marketing, mais justement on est là pour, au niveau des paramètres, conseiller en fonction du volume d'air à traiter, le type de machine à utiliser. Voilà. D'accord. C'est impressionnant. Quand on n'a pas la main verte. Alors non, il y a des systèmes automatiques maintenant pour les arrosages des plantes. Même en appartement, enfin, c'est... Oui, vous trouvez des petits des cache-pots avec système intégré. Vous avez juste à mettre... Il y a des bacs, donc avec un certain nombre de litres en fonction du volume du bac. Et vous avez un petit voyant qui vous permet juste de rajouter un peu plus d'eau. Voilà, ça peut durer une semaine à peu près en fonction de l'habitat. Voilà. Ok. Donc, tu vois, on n'a même pas besoin d'avoir la main verte. Tu vois, bon, peut-être. Ok. Non, parce qu'en fait... J'ai l'impression que ce côté-là, je suis maudite. Non, mais moi c'est pareil, moi c'est ma femme qui s'occupe des plantes. Moi je suis pas, comme je dis, j'ai pas la main verte non plus, mais c'est vrai que là ça donne du courage en fait. On se dit tiens, peut-être ça peut marcher. Il y a de l'espoir. Alors, est-ce que je peux lui poser une question? Oui, bien sûr, Mina. On est déjà sur le sujet. Tu peux nous conseiller des plantes? Alors par exemple, on a les fougères qui sont très connues. Il y a aussi la plante, l'anthurium. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je peux peut-être montrer avec le livre. Alors, l'anthurium. Non, t'as fait voir. Non, c'est bon. Ah, c'est bon.
L'anthurium est une plante qui est endémique du plateau des Guyanes, d'où je viens, donc d'Amérique du Sud, et qui fait partie des plantes les plus efficaces dans le cadre de la purification de l'air intérieur. Donc c'est une plante qui... C'est la plante rouge. Exactement, elle a une forme en elle est cœur. magnifique en plus. C'est très beau. Oui. Donc c'est fleuri et en même temps, donc ça décore et ça purifie. Voilà. Vous avez aussi les orchidées, les phalaenopsis. On va peut-être faire un zoom pour voir. Oui. Pour justement montrer cette fleur, cette plante. L'anthurium, la fleur de flamant rose. Moi j'aime bien. C'est Très beau nom. efficace contre l'ammoniac, le formaldéhyde, le xylène et le toluène. C'est cette plante rouge. Elle est connue, cette plante. On la voit souvent, en fait. Oui, J'ai tout à fait, l'impression, sans le hein. savoir, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vous voyez très régulièrement des plantes installées un peu partout, mais sans avoir le nom de la plante et ce qu'elle purifie. Ouais. C'est ça. C'est cette plante rouge. Puis en fait, c'est une moitié ouverte. Elle est très belle puisque en fait, elle est rouge. En fait, avec son iris jaune qui dépasse et avec d'immenses feuilles vertes. C'est génial ça. Elle existe de plusieurs couleurs, en blanc, en rose, en orange, voilà, en plein de couleurs. Bon bah allez chez votre fleuriste. Hein, non, c'est vrai, c'est bien ça. Bien sûr. Et alors là, je commence à plonger dans le livre. Je te l'offre. Ah bah merci beaucoup. C'est ma femme qui va être contente. Je vais te les dédicacer. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Mais c'est ça qui est génial. C'est comment on arrive à avoir des. Enfin, c'est ça. Et alors les plantes. Et hormis les plantes, il y a d'autres moyens de faire. Alors oui, je parlais des purificateurs d'air technologiques qu'on utilise, qui sont aussi très efficaces. Les plantes, on va dire que c'est un plus, parce qu'il faudrait mettre une forêt de plantes pour réellement pouvoir purifier un espace. Et puis aussi, elle rajoute aussi de l'humidité. Donc en fonction du taux d'humidité qu'il va y avoir dans l'espace, on pourra se permettre d'en rajouter un certain nombre. Et ensuite, on a les purificateurs d'air technologiques avec différents types de filtration qui permettent... En fait, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que ce purificateur, il traite à la fois les bactéries, à la fois les virus, mais aussi les particules fines. Parce que, en fait, les particules fines, par exemple, lorsqu'on fait la cuisine aussi, ça émet de la fumée, mais ça peut être aussi... Donc, s'il y a des personnes qui fument, enfin, il ne faut pas fumer à l'intérieur, mais ça peut arriver. Disons que ça permet de purifier, de filtrer, voilà. Et puis ça peut être aussi, si les personnes habitent à proximité de rues, de pouvoir mettre en place la purification via le purificateur. D'accord. Et donc l'humidité dans l'air, ça peut être un polluant puisque ça crée aussi des moisissures. Oui, tout à fait. Donc là, il y a des déshumidificateurs. Alors, on peut on peut avoir recours à un déshumidificateur. Après, en France, en général, le taux d'humidité autour de 50, 60, qui reste encore plus ou moins correct. En Guyane, c'est vrai que ça monte jusqu'à 85, 90, voire plus. Ça dépend après des lieux, des environnements. Mais effectivement, on peut utiliser un déshumidificateur. D'accord. C'est vrai que la Guyane, c'est tropical. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. On n'a pas les mêmes problématiques en région parisienne. Ou en Europe. C'est beaucoup plus ou en Europe, tout à fait. Industrielle de voiture, quoi. À Paris, c'est beaucoup plus la pollution. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut se laver les mains en rentrant chez soi, parce que sinon on a les mains noires, en fait. Et en fait, c'est que le mode de vie est différent. C'est-à-dire que dans les pays froids, on a tendance à rester cloîtré beaucoup plus qu'en Guyane, où quand même les gens vivent un peu plus à l'extérieur. Mais n'empêche que malgré cela, même en Guyane, ils sont concernés, puisque je l'ai été avec mes enfants. Voilà. Bah oui. Non, c'est important, c'est important. Alors, il y a quelque chose qui m'a, en préparant l'interview, il y a quelque chose qui m'a titillé. Il y a comment on appelle ça ? Chez les particuliers, il y a un aménagement d'exception alliant luxe, santé et écologie.
Le mot luxe interroge toujours. Qu'est-ce que quand vous parlez de luxe, qu'est-ce que ça signifie? C'est au niveau des matériaux, c'est ça? C'est comment? En fait, pour avoir on va dire des aménagements sains, ça représente tout de même un certain coût. Et en fait, je me suis rendu compte que par rapport à la gamme que l'on propose, nous sommes sur du haut de gamme. Voilà, en termes de, par exemple, sur la partie canapé et lit éco-conçu, on a essayé au départ de vendre à des tarifs un peu plus accessibles pour essayer de faire de la quantité. Mais aujourd'hui, des questions de rentabilité font que nous sommes obligés de nous aligner aux marques voilà, qui sont considérées comme haut de gamme pour nous permettre d'avoir tout simplement des marges correctes. Voilà. Ah, bien sûr, bien sûr. Et c'est comment dirais-je, quand on s'y construit, c'est du bois massif. C'est tout ce qui est colle et autres. On n'utilise pas de colle. C'est ça, on n'utilise pas de colle. La fabrication est artisanale. Tout est fait pour limiter, et les colles qui sont éventuellement utilisées sont non nocives. D'accord. C'est toute des critères que j'ai mis en place pour justement, il y a aussi la mousse qui est utilisée, qui est spécifique et qui ne conserve pas les bactéries, les acariens, etc. Qui permet de recycler en fait l'air. Et qui conçoit ces meubles? Alors en fait, j'ai des fabricants, donc je disais en Europe, qui fabriquent la gamme. Et donc ils avaient une base, et moi après derrière, je suis venue et j'ai rajouté les éléments. C'est trop génial. Mais enfin, le truc, c'est que quand on regarde le catalogue, alors soit il y a des meubles qui existent déjà, mais la majorité c'est sur demande. Alors nous, on fabrique uniquement à la commande. À la commande, oui, c'est ça. Pour le moment, on fonctionne de cette manière. C'est-à-dire, je veux un canapé d'angle, machin, puis... On fait du sur-mesure et à la commande. On a une base classique, donc qui peut être fabriquée tout de suite, mais on peut aussi demander des mesures plus spécifiques et le mettre en fabrication. Et du coup, il n'y a pas de perte aussi économiquement. C'est un modèle qui fonctionne et on est vraiment dans l'écologie dans tous les sens du mot. Oui, tout à fait. Ça, c'est top. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de surplus de production. Non, exact. Et puis, tout a été pensé pour justement, le Made in Europe est important pour limiter justement l'impact environnemental et même au niveau des matériaux, certains sont recyclés et recyclables. Donc il y a toute une chaîne derrière, puisqu'après c'est redistribué à des associations qui œuvrent justement dans le recyclage des déchets, voilà, de l'usine. Ça c'est génial. Et alors, ça me permet de rebondir. Il y a vraiment un côté humain dessus, parce qu'il y a un côté aussi transmission, puisqu'il y a des ateliers en fait. Il y a des ateliers air pur. C'est important de transmettre. C'est ça, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que j'ai aussi été professeur d'art appliqué pendant près de 9 ans. Ouais. Justement dans cette période de transition, où est-ce que je crée mon agence ou pas. Et du coup, c'est vrai que c'est en moi aussi la partie transmission. Donc, j'ai été amenée à faire des conférences. Et l'idée de pouvoir aussi accompagner le plus grand nombre de personnes. J'ai aussi écrit le livre dans cet objectif aussi, de sensibiliser aussi bien. La lecture est abordable aussi bien pour un particulier que pour un professionnel. J'ai fait en sorte que les langages, de ne pas utiliser trop de langage technique, ou quand c'est utilisé, dans le but d'instruire et d'apprendre les mots techniques au plus grand nombre de personnes. Et donc effectivement, on propose des ateliers RSE, air intérieur pur, pour les professionnels, dans l'objectif d'améliorer leur stratégie RSE avec cet axe air intérieur, puisqu'on a connu la pandémie Covid-19 qui a fait en sorte malheureusement de cloîtrer les personnes chez elles. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas reproduire toutes ces problématiques et que les entreprises puissent se prémunir. Et donc, c'est un axe prévention. Voilà. D'accord.
Et ces ateliers sont référencés par l'ARACT Île-de-France, tout à fait. qui donc prône les projets d'amélioration des conditions de travail avec les acteurs d'entreprise et du territoire. C'est reconnu, c'est génial. Oui, et il y a un axe également dont on n'a pas encore abordé. Nous sommes en fait, on va dire à 50% de notre projet de logiciel de gestion de qualité de l'air intérieur et dont une partie est aussi alimentée avec une IA qui permettra aux clients d'avoir en temps réel leurs données d'audit qualité de l'air et aussi de gestion de projet. Voilà. D'accord. Donc j'ai été pour cela incubée à Station Web dans le programme Ville de demain, justement, pour me pousser sur ce projet. Voilà. Félicitations. Alors aujourd'hui, vos sociétés du coup est à l'international, vous êtes en Guyane, en métropole, ainsi qu'aux Émirats Arabes Unis et en Afrique subsaharienne. Alors pour le moment, je n'opère pas encore aux Émirats, mais donc ce sont les zones que je souhaite développer. D'accord. Donc j'ai démarré en Guyane, j'ai toujours des clients guyanais. J'ai continué ensuite sur Paris, donc la France, et ensuite on est en train de commencer à prendre des contacts pour l'Afrique et les Émirats. Voilà, et puis petit à petit, ça se fera. Voilà. Et puis petit à petit, peut-être qu'il y a aussi le continent européen, peut-être la Serbie, peut-être. Oui, sachant que vous êtes joignable partout. En fait, nous, on est ouvert aux opportunités, donc avec plaisir. Voilà. On est de toute façon basé en Europe, donc clairement, c'est plus pratique pour nous, dans un premier temps, de se développer au maximum en Europe. On en discutait d'ailleurs hier matin en interne. Mais on ne peut pas passer à côté d'opportunités à l'international. Voilà. Exactement. Il est 20h, c'est incroyable. On va continuer tout à l'heure, après les journaux, on va continuer de parler justement de ce débat autour de l'écologie et de comment mieux vivre chez soi, à la fois dans la maison et dans la tête. Juste place rectificatif, je vais le dédicacer à vous deux. Hein. D'accord. Parce qu'en fait, il y en a une troisième qui aimerait bien. Je viens de réaliser. Non, mais il y en a une troisième qui aimerait bien. Elle est en train de sauter dans les coulisses. On va passer tout de suite au journal, il est 20h. La journée internationale des grottes et du karst adoptée par l'UNESCO. Oui, on vous en avait parlé en octobre sur la proposition de la Slovénie. L'UNESCO a proclamé mercredi dernier lors de la 43e session de la conférence générale à Samarcande, en Ouzbékistan, la journée internationale des grottes et du karst chaque 13 septembre. La délégation slovane menée par son Excellence Madame Renata Swelbarbek et Madame Daria Goulech a souligné, je cite, une belle reconnaissance de l'importance de protéger, étudier et célébrer notre patrimoine. Fin de citation. À noter que nous les recevons la semaine prochaine sur notre plateau. Nous pourrons ainsi revenir sur cette magnifique journée internationale. Allemagne, la réforme du service militaire acceptée. Le gouvernement allemand a accepté de réformer le service militaire en introduisant un test d'aptitude physique obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 ans à partir de 2027, dans le cadre des efforts visant à remédier à la pénurie de troupes. L'accord entre les conservateurs et les sociaux-démocrates vise à soutenir le projet de Berlin, ministre de la Défense, le ministre de Berlin, d'augmenter. Je vais reprendre. L'accord entre les conservateurs et les sociaux-démocrates vise à soutenir le projet de Berlin d'augmenter les effectifs de la Bundeswehr à 260 000 personnes d'ici 2035. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que le service militaire resterait volontaire, sauf si les objectifs de recrutement n'étaient pas atteints, auquel cas un tirage au sort pourrait être organisé. Pologne, le député Grzegorz Braun n'a plus d'immunité.
Le Parlement européen a voté hier la levée de l'immunité du député européen nationaliste Gregor Braun à la suite d'une demande formulée en juin par Adam Bodnar, alors ministre de la Justice et procureur général. Monsieur Braun est accusé de 6 infractions, dont l'agression physique d'un médecin à Oleśnica qui avait pratiqué un avortement pour des raisons psychiatriques. Connu pour ses opinions antisémites, monsieur Braun est également accusé d'incitation à la haine religieuse en ligne, je cite, pour des raisons de différence religieuse. Albanie-Italie, un premier sommet intergouvernemental qui porte ses fruits. Giorgia Meloni a déclaré hier qu'elle espérait que l'Albanie ouvrirait son dernier chapitre de négociation avec l'Union européenne pendant la présidence italienne du Conseil de l'Union européenne en 2028, qualifiant cette initiative, je cite, de résultat naturel de la coopération étroite entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les centres pour migrants gérés par l'Italie en Albanie. S'exprimant lors du premier sommet intergouvernemental Italie-Albanie, Madame Meloni a déclaré que Tirana était, je cite, à quelques jours d'une avancée décisive. Le Premier ministre albanais Edi Rama s'est félicité quant à lui de cette perspective, la qualifiant, je cite, de cerise sur le gâteau du processus d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne. Union européenne, le PPE démantèle le pacte centriste pour faire adopter les réductions des règles environnementales avec l'extrême droite. Oui, le Parti populaire européen, le PPE d'Ursula von der Leyen, soutenu par l'extrême droite, a fait adopter hier des réductions drastiques des obligations des entreprises en matière de reporting environnemental, ce qui constitue une victoire importante pour les conservateurs après l'échec des négociations avec le centre-gauche, les libéraux et les Verts. Est-ce le début de ce qui pourrait être une alliance durable avec l'extrême droite en faveur de la déréglementation ? Je cite, « Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être faites avec les socialistes, mais qui doivent tout de même être faites ». Fin de citation, déclaration d'un député du PPE à nos confrères du rapporteur. D'autres mesures de simplification devraient être présentées au Parlement dans les mois à venir. L'Allemagne s'attaque à la loi sur la déforestation. Oui, Berlin a rompu son silence de plusieurs semaines sur le règlement européen sur la déforestation, le UDR, se rangeant du côté des détracteurs qui avertissent que ces règles risquent de surcharger les petites entreprises. Selon un document interne, l'Allemagne soutient désormais un report d'1 an et une clause de révision visant à rouvrir la législation d'ici avril 2026. Ce document diffusé hier reflète étroitement la proposition de l'Autriche qui plaide pour un moratoire sur la réglementation de la déforestation au Conseil. Il va même au-delà de la position de la Commission européenne en préconisant des exigences moins strictes pour les entreprises mixtes comme les hôtels qui exercent également des activités forestières. Avec le soutien de Berlin, une majorité au sein du Conseil en faveur à la fois d'un report et d'une révision législative visant à une simplification accrue pourrait être à portée de main. La France et l'Espagne, cependant, se sont ouvertement opposées cette semaine à toute simplification supplémentaire. Le Smer-SD ne rejoindra pas les Patriotes pour l'Europe. Le Smer-SD, le parti au pouvoir en Slovaquie, ne rejoindra pas le groupe nationaliste Patriotes pour l'Europe car le Premier ministre Robert Fico et plusieurs députés européens du parti s'opposent à cette décision. La députée européenne Monika Beňová a déclaré que le Premier ministre ne souhaitait pas que le Smer rejoigne un autre groupe politique après son expulsion en octobre dernier du Parti socialiste européen. Sa collègue Katarina Roth-Neveďalová a ajouté qu'elle ne pouvait imaginer le Smer rejoindre une alliance de droite malgré des informations faisant état d'un axe Orban-Fico-Babiš émergent au sein de l'Union européenne. Écologie, les États-Unis viennent de déclencher une nouvelle vague d'exploration gazière en Méditerranée. La Commission européenne salue le partenariat entre la Grèce et l'entreprise américaine ExxonMobil, considérant le gaz américain comme un moyen plus sûr de supprimer progressivement les approvisionnements russes d'ici la fin 2027, même si les groupes écologistes avertissent que la Grèce s'engage dans plusieurs décennies de dépendance aux énergies fossiles. Rappelons que ExxonMobil est l'une des principales entreprises émettrices de gaz à effet de serre dans le secteur des hydrocarbures et qui recourt à du lobbying pour contrer les mesures de lutte contre le changement climatique. L'intérêt soudain des États-Unis et d'Israël a également relancé le projet d'interconnexion entre la Grèce, Chypre et Israël, rappelant que les ambitions énergétiques de la Méditerranée orientale dépendent autant de la géopolitique que de l'ingénierie.
Et on continue avec le journal des sports. Football, on fait un point sur la Bundesliga féminine. Et oui, vous savez que la semaine dernière, les footballeuses de Bundesliga enchaînaient 3 journées de championnat. Eh bien, la 10e journée a été fatale pour certains clubs à l'image des Löwen de Wolfsburg, défaite sur leur pelouse par l'Eintracht Frankfurt, pourtant réduite à 10 dès la 37e minute avec une faute de main de la milieu de terrain Nina Lursen, 21 buts au total marqués lors de cette journée. Au classement, ça a donc bougé. Et oui, au classement, suite à sa victoire 4-0 sur l'Union de Berlin, on va voir le classement. Le FC Bayern, toujours invaincu en championnat, prend le large avec désormais 6 points d'avance sur les Louves suite à leur défaite. L'Eintracht Frankfurt, grâce à sa victoire, monte sur le podium avec 9 points de retard du leader, 3e à la différence de but aux dépens du Werder et du Leverkusen. Dans le bas de tableau, Jena et le SGS Essen, ayant fait match nul, 1 partout, continuent de sombrer dans la zone rouge. Du côté des buteuses. En tête du classement pour l'instant, c'est Vanessa Foudala du Bayer Leverkusen qui est en tête du classement avec 7 buts marqués et 2 passes décisives. Elle devance Alexandra Popp de Wolfsburg, Larissa Michel Mühlhaus du Werder, Selina Sersi du TSG et Linette Berestein, toutes autrices de 6 buts. Et cette semaine, il y avait aussi la Ligue des Championnes. Et oui, en effet, et les buts n'ont pas manqué. Les Fenotes de Lyon n'ont eu aucun souci face au Louvre du VfL Wolfsburg. Victoire des Françaises 3-1. En revanche, le FC Bayern remonte la pente avec une victoire 3-2 face à Arsenal. Pour nos amis autrichiennes de St. Pölten, c'est un match à oublier, n'ayant rien pu faire face à Chelsea. Au classement, le Barça mène toujours avec 9 points, devançant au goal average Lyon et Manchester United. Victorieuse du Paris Saint-Germain 2-1. Chelsea rejoint le quatuor de tête. Malgré sa défaite, le VfL Wolfsburg est 6e en 1 point du Real Madrid et de Chelsea. Le FC Bayern, avec cette deuxième victoire, est désormais 8e. Dans le bas de tableau, eh ben, rien ne va plus. Et on va voir le tableau d'ailleurs. Rien ne va plus puisque pour Paris Saint-Germain, l'AS Roma et le St. Pölten qui n'ont pas encore remporté le moindre point. Voilà, vous avez le tableau en face. Donc FC, Bayern, Lyon. Et ça, c'est bien ça. Nos Lyonnaises, elles sont bien. Il y a 3 places à prendre. Et oui, puis la prochaine journée donc, des Ligues des Championnes, les 19 et 20 novembre, avec un choc qui se jouera au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern. Ce ne sera pas le seul. Le VfL Wolfsburg accueillera Manchester United, le FC Chelsea, Barcelone et les canonnières d'Arsenal, Las Blancas, les Blanches du Real Madrid. On finit ce journal des sports avec la Coupe d'Allemagne. Et oui, la Coupe d'Allemagne et les 8e de finale qui ne manqueront pas de piment ce week-end, avec notamment plusieurs clubs de Bundesliga qui s'affronteront. Le VfL Wolfsburg qui accueillera le SC Freiburg, un beau match piège. Le TSG Hoffenheim qui recevra l'Eintracht Frankfurt. Le Bayer Leverkusen qui se déplacera sur la pelouse de Hambourg. Ou encore le RB Leipzig qui recevra le Werder. Pour le FC Bayern, un derby, mais qui peut ressembler à un match piège éliminant au tour précédent le FC Nuremberg, Ingolstadt. Bref, un superbe week-end de football. Ingolstadt qui, lors de son premier match de coupe, a marqué 23 buts. Énorme. Les 3 meilleures buteuses de la coupe sont d'Ingolstadt, 5 buts chacune. C'est dire. Pas mal du tout. Alors, il est 20h11, place à l'Actu Fashion. Une semaine après l'installation de Shein au BHV. Une semaine après l'arrivée de Shein au 6e étage du BHV Marais, l'institution commerciale parisienne traverse une crise d'image et de confiance. Le 12 novembre 2025, les marques du groupe Sandro, Maje et Claudie Pierlot ont fermé leur espace de vente au premier étage du magasin, annonçant leur départ. Le motif avancé, des impayés importants accumulés par la direction du grand magasin.
Le départ de grandes marques est venu s'ajouter au tollé suscité par le choix de Shein, symbole de la fast fashion qui heurte l'image de qualité et de savoir-faire que revendique le BHV. Le propriétaire, société des grands magasins, justifie la situation par un projet de transformation et la mise en place d'un nouveau système comptable. Mais le cumul arrivée de Shein, arriéré de paiement, départ d'enseigne premium, fragilise nettement l'attractivité du lieu. Certains observateurs estiment que la stratégie pourrait compromettre à terme la pérennité même du magasin historique. Le BHV Marais se trouve désormais à la croisée des chemins entre rénovation commerciale et crise de confiance. Quelle place pour le Black Friday et l'IA dans les achats de fin d'année des Européens ? Pour le Black Friday, en moyenne, les consommateurs européens prévoient de dépenser environ 277 € lors de l'événement. Par exemple, 233 en France, 277 en Allemagne, 229 en Italie, 214 en Pologne, etc. Toujours pour l'Europe, environ 61% des consommateurs prévoient de participer aux promotions Black Friday. En Europe, le marché l'IA Retail a généré près de 2,81 milliards de dollars en 2024. Il pourrait atteindre 8,45 milliards de dollars d'ici 2030. Un autre indicateur, 71% des consommateurs européens souhaitent que l'IA générative soit intégrée à leur expérience d'achat. Cependant, près de 90% de consommateurs européens estiment que l'IA améliore peu l'expérience d'achat à ce jour. L'association Fashion Pact lance European Accelerator pour décarboner la mode. L'association Fashion Pact, fondée en 2019 et rassemblant de grands noms du luxe de la mode comme Chanel, Kering ou Prada, lance un projet collectif baptisé European Accelerator pour décarboner le secteur textile et habillement européen. L'ambition est de mobiliser les marques et leurs fournisseurs autour d'un outil commun de mesure, un questionnaire pilote sur la consommation d'énergie, d'eau, la production de déchets qui sera testé pendant 6 semaines auprès de 74 fournisseurs en Italie. L'initiative vise aussi à harmoniser les indicateurs de durabilité, un point problématique dans la filière du fait de l'absence des normes communes, n'est-ce pas? On en a parlé déjà plusieurs fois. Le coût estimé pour atteindre les objectifs de décarbonisation dans la mode européenne est de 4,4 milliards d'euros d'ici 2030. Souligne le projet. Mais le défi est de taille. Environ 58% des fournisseurs italiens considèrent que les investissements nécessaires sont d'aujourd'hui insoutenables. Le projet prévoit en outre un volet de montée en compétences des fournisseurs et d'accès facilité au financement pour les technologies plus propres. L'expansion du groupe polonais LPP Lubianiec Pikowski et associé. Le groupe LPP, basé à Gdańsk, Pologne, est aujourd'hui le plus grand distributeur de mode d'Europe centrale avec des enseignes bien implantées telles que Reserved, Crop House, Mojito et surtout Sensei. Sa marque à bas prix qui connaît une ascension spectaculaire. En 2025, LPP prévoit une croissance à 2 chiffres, portée avant tout par Sensei, positionné sur le segment de value fashion, un marché en plein essor avec le contexte de pression sur le pouvoir d'achat. L'entreprise vise un chiffre d'affaires compris entre 25 et 26 milliards de zloty, c'est environ 6 milliards et demi de dollars, confirmant son statut de géant régional capable de rivaliser avec des groupes comme Inditex, qu'on connaît plus comme Mango par exemple, et H&M et les marchés d'Europe de l'Est. LPP a également annoncé un plan d'expansion ambitieux. Plus de 1500 nouveaux magasins d'ici fin 2025. Principalement en Pologne, Roumanie, Bulgarie, République tchèque et dans les Balkans. Cette stratégie repose sur un modèle phygital, combinaison du physique et du digital, soutenu par une logistique performante et de nouveaux entrepôts automatisés. LPP investit parallèlement dans la digitalisation de ses stocks, la traçabilité textile et la réduction de son empreinte carbone, notamment via son plan For People, For Our Planet. Enfin, face aux tensions géopolitiques et à la guerre en Ukraine, le groupe a redéployé ses flux logistiques hors de Russie et intensifie sa production en Europe centrale et au Proche-Orient, renforçant son autonomie régionale.
Le marché du retail mode en CEE reste à haut potentiel de croissance. Tout à fait, le marché du retail mode en Europe centrale et orientale affiche une résilience remarquable malgré les tensions économiques, l'inflation persistante et la guerre en Ukraine. Des pays comme la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie continuent d'attirer les grandes enseignes internationales grâce à une combinaison de croissance démographique, amélioration du niveau de vie et appétit pour les marques mondiales. Les centres commerciaux se multiplient, se modernisent à Prague, Varsovie, Budapest. On observe une hausse des surfaces de vente dédiées à la mode et à la beauté. Des acteurs comme Zara, H&M, LPP, Mango, Decathlon y investissent massivement, tout en adaptant leur offre aux nouveaux comportements de consommateurs plus sensibles au prix et à la durabilité. Les consommateurs de la région privilégient désormais le rapport qualité-prix et les enseignes locales compétitives, mais restent friands des marques internationales qui symbolisent modernité et surtout prestige. Cette dualité crée un marché dynamique où les segments premium accessibles et budget mode progressent parallèlement. Par ailleurs, la digitalisation du retail s'accélère. Les marques développent des plateformes e-commerce locales, optimisent le click and collect et intègrent les paiements mobiles. Merci Anna. Place à la météo. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, eh bien sachez que la météo mi-figue sera mi-figue, mi-raisin. Samedi matin, ne cherchez pas, il fera meilleur au sud des Carpates. On attend de la neige à Vilnius, même si elle ne tiendra pas, et de la pluie mêlée de neige à Minsk et de la pluie à Berlin. Partout ailleurs, ce sera couvert, sauf en Estonie, en Finlande et au Danemark, où il y aura un beau soleil. Au sud des Carpates, ce sera ensoleillé de manière générale, sauf sur l'ouest de la Slovénie, où le temps sera couvert. Côté température, couvrez-vous. Sur les pays baltes, ça variera de moins 1 degré comme à Tallinn jusqu'à 3 degrés à Vilnius, de 5 à 6 degrés sur l'Europe centrale, 5 degrés à Varsovie, 6 degrés à Berlin et à Prague, 7 degrés à Kiev et Chisinau. Au sud des Carpates, le minimum sera pour Sofia avec 3 degrés et Bucarest avec 4 degrés. On attend 9 degrés à Bratislava, 10 degrés à Skopje, 12 degrés à Ljubljana et à Sarajevo, 14 degrés à Zagreb et à Belgrade. Samedi après-midi, le soleil va percer en Pologne. En revanche, de la pluie à Berlin. Côté température, elles peuvent être plus basses que le matin. Au nord des Carpates, on attend sur les pays baltes une moyenne de 4 degrés. 4 degrés aussi à Varsovie, 6 à Berlin, 7 à Prague, 10 degrés à Kiev, mais 14 degrés et un beau soleil à Chisinau. Au sud des Carpates, on attend 10 degrés à Bratislava, à Budapest et à Skopje, 12 degrés à Sarajevo, 13 degrés à Ljubljana, à Belgrade, 14 degrés à Bucarest, 15 degrés à Zagreb et même 17 degrés à Sofia. Dimanche matin, ce sera mi-figue, mi-raisin, je le disais, avec un beau match entre le soleil et les nuages. Pour celles et ceux qui auront la chance de trouver du soleil, eh bien, il fera froid. On attend moins 3 degrés à Vilnius et à Minsk, 0 degrés à Riga et à Kiev. En Pologne, à Varsovie, il fera 4 degrés, 5 degrés à Chisinau, 6 degrés à Berlin, 8 degrés à Prague et à Bratislava. Au sud des Carpates, on attend 10 degrés à Budapest, 11 degrés à Skopje, 13 degrés à Sarajevo, 14 degrés à Ljubljana, 16 degrés à Zagreb et à Belgrade. Voilà, on sera bien le matin. Dimanche après-midi, il faudra prévoir quelques risques d'ondées en Pologne et en Allemagne. Rien de grave, sinon quelques nuages sur tout le continent, sauf autour de la mer Noire où le soleil brillera de mille feux. Côté Mercure, on attend sur les pays baltes une moyenne de 2 degrés, 4 degrés à Kiev, 6 degrés à Berlin, 8 degrés à Varsovie, 10 degrés à Prague. Au sud des Carpates, mais on attend 9 degrés à Bratislava et à Budapest, 10 degrés à Skopje, 12 degrés à Sarajevo et à Chisinau, 13 degrés à Ljubljana, 14 degrés à Belgrade et à Bucarest, 16 degrés à Zagreb et même 17 degrés à Sofia en Bulgarie. Merci Jérôme. Place à l'agenda.
Et oui, pour la première fois à Paris, le musée Bourdelle présente l'univers de Magdalena Abakanowicz, figure majeure du textile sculptural. L'exposition La trame de l'existence révèle ses œuvres monumentales à la fois organiques, poétiques et engagées. Son travail explore la condition humaine, la fragilité du corps, la mémoire de la guerre et la force de la nature. Cette présentation offre une immersion rare dans l'art visionnaire d'une artiste incontournable du XXe siècle. Elle se tient au musée Bourdelle à Paris du 20 novembre 2025 au 12 avril 2026. Le musée Bourdelle, pour info, c'est au 18 rue Antoine Bourdelle dans le 15e. À ne pas manquer cette semaine au Centre tchèque de Paris, la pièce Le syndic de Dablice, une comédie funèbre située dans la Tchécoslovaquie de 1989. La troupe universitaire Territorialny Teatr y revisite la première fake news tchèque à travers un théâtre mêlant humour noir et poésie absurde. Cette représentation en langue tchèque propose une plongée singulière dans une période charnière de l'histoire. La séance aura lieu le samedi 15 novembre à 18h. L'entrée est libre, mais la réservation est obligatoire, les places restantes étant très limitées. Les inscriptions se font exclusivement sur Eventrib et le centre tchèque, c'est au 18 rue Bonaparte. Et enfin, Jérôme, cette semaine, tu es allé à l'Institut Bibliothèque Polonaise de Paris voir l'exposition photo portrait Radzeni, portrait familial de Jan Thomas. Auteur d'une série de portraits photographiques, pas comme les autres. Et oui, parce que c'est une exposition rare, je tiens à le dire, vous pouvez me croire. Elle se tient jusqu'au 27 novembre prochain. Écoute, j'en suis resté quoi COI. Place aux images. L'Institut Bibliothèque Polonaise, fondé en 1838, vous propose un portrait familial, et pas n'importe lequel, le sien. Un objet, parfois personnel, une pièce de l'Institut, une photo, un masque, chaque tableau parle. Pour les entendre, un QR code nous plonge dans leurs pensées, remplis d'émotions. Le photographe Jan Thomas présente une série de portraits photographiques bichromiques, imprégnés de ce que l'artiste nomme bichromie somatique, dans les imaginaires de la Pologne, mais aussi dans l'imaginaire, les yeux fermés, du personnel de l'Institut Bibliothèque Polonaise de Paris. Le processus de cette œuvre s'est constitué en différentes phases. La première phase, c'était une question de réappropriation de cette mémoire collective pour pouvoir comprendre un sujet global, donc comme un contexte qui avait façonné non pas l'histoire de ce bâtiment, mais qui continuait dans le cadre d'une histoire en cours à influencer le présent et le devenir de cette institution. Et donc j'ai voulu, à travers la rencontre avec les personnes qui la font vivre, qui la font vibrer et qui la font vivre, eh bien j'ai voulu mettre en relation leur trajectoire, leur relation personnelle au lieu tel qu'ils le reçoivent, à la réception de ce lieu, comment est-ce qu'ils l'intériorisent et comment aussi s'établissent aujourd'hui les relations franco-polonaises dans un cadre où justement l'énergie passe de la Pologne à la France et de la France à la Pologne à travers cette rencontre. Dans mon travail, il y a toujours une relation à l'énergie. Et dans le cadre de Photo Days et cette rencontre avec les personnes qui font vivre cette institution, j'ai voulu mettre en place un processus de sublimation. Donc, ce qui fait que vous avez ici une impression sur tissu, mais en bichromie et en sublimation, ce qui intensifie la relation directe avec la prise directe, avec l'image et le rapport somatique à l'image. Donc pour moi, c'est une façon de rentrer en contact direct avec le soma des personnalités qui sont ici convoquées. Portrait Rodzini, portrait familial, une exposition à voir à l'Institut Bibliothèque Polonaise de Paris sous le commissariat d'Anna Piotrowska.
Oui, vraiment une exposition à aller voir. Puis en plus, ça donne sur le quai d'Orléans. C'est aussi ce quai d'Orléans. Franchement, c'est un bonheur quand on va voir. On peut se balader derrière après. Enfin, c'est génial. Le cadre est beau. Et puis le piano, c'est un piano Pleyel, comme ceux de Chopin. Et je dis bien ceux, puisque c'était lui qui testait les pianos de Pleyel. Et ça, c'est... Voilà. Donc, vous avez plein de choses. C'est vraiment magnifique. Il y a des petits trésors. Et encore, je parle même pas d'Adam Mickiewicz. Enfin bon, c'est impressionnant. On va retourner à notre débat sur l'écologie et l'entreprise. Alors, comment mieux vivre justement dans son intérieur. Donc avec Gladys Epey, avec Irena Maric et Irena Maric et Mina Gajovic. À vous trois d'ailleurs, pourquoi selon vous l'écologie des intérieurs est devenue un enjeu essentiel aujourd'hui? Est-ce une mode, une prise de conscience ou une nécessité de santé publique? Gladys. Forcément, moi je dis que c'est plus qu'une nécessité. C'est un véritable enjeu de santé publique. Voilà. Et où je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience depuis la pandémie, puisque le fait d'avoir visuellement été obligé de porter des masques et de se cloîtrer, ça a permis de rendre visible l'invisible quelque part, je dirais. Ouais, et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, quand on manque d'air, on respire moins. Et oui. C'est ça le truc. Tout à fait. Et ouais. Ah. Irena. Moi, je vais juste compléter en fait que oui, c'est tout à fait important ce que tu viens de dire, mais comme tu disais aussi, invisible, on rend visible. Moi, c'est mon domaine en fait. Du coup, je m'occupe aussi de la santé des gens, mais sur le côté invisible. Tu sais, au niveau des énergies, tout ce qui est bloqué, tout ce qui ça peut être bloqué, c'est quelque chose d'invisible et les gens qui se sentent pas bien dans sa peau, en fait, à un moment donné, ça devient visible. Ça devient invisible, en fait. D'où, en fait, que c'est l'importance de s'occuper de sa santé aussi, en fait, mentale. Surtout nos énergies, d'écouter notre corps, parce que parfois, on pousse notre limite jusqu'à notre limite. Et puis après, quand ça dépasse la barrière, en fait, malheureusement, on tombe aussi très, très bas. Et puis, malgré qu'on se trouve dans un endroit magnifique, si mentalement, on n'est pas bien, cet endroit, c'est comme une prison, en fait. Tout à fait. Ouais. La paix intérieure, c'est important. Exactement. Et voilà, il faut s'aimer soi-même et aimer où on vit. Oui. Mais on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même déjà. Exact. L'amour de soi d'abord. Exactement. C'est tellement tout commence bien par nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Et dans l'aménagement de l'espace, quels choix structurels ou esthétiques permettent vraiment de créer un intérieur plus sain, durable? Alors question difficile. La question pour tout le monde aussi, pour tout le monde, aussi pour Irena. Si tu travailles avec les architectes d'intérieur, voilà comment on opère les choix structurels, esthétiques. Après, c'est une question assez large, mais moi je dirais que la première des choses, c'est vérifier les fiches techniques. Lorsque les personnes sont en magasin et qu'elles font leur choix, de regarder est-ce que ce que je vais acheter, est-ce que c'est à la fois joli, mais est-ce que ça va, en tout cas pas au moins minimum, m'intoxiquer. Et donc il y a des labels qui permettent, écologiques, qui permettent de pouvoir vérifier. Ecotex. Alors au Ecotex, par exemple, sur les tissus. Pour les vêtements, justement. Pour les vêtements, c'est mais comme même le les choix tissus des vêtements. d'ameublement aussi. Vous avez aussi A+, qui est une norme qu'on retrouve sur tous les matériaux, par exemple, sur les peintures aussi. Ça permet de guider les utilisateurs. Vous avez aussi la norme PEFC, FFC, ça c'est pour toute la partie recyclage, le papier, est-ce qu'il est recyclé ou pas, il vient de forêts protégées, etc. C'est ça la gestion des forêts. Ouais. Voilà. Il faut vraiment lire les étiquettes. Mais c'est vraiment comme le choix des vêtements. Il faut vraiment lire l'étiquette et voir la composition, parce que là, on parle de chaînes depuis des semaines. Malheureusement, pour l'instant, c'est un combat perdu, mais c'est ça, les gens achètent les vêtements sans regarder, oui, c'est beau, ça brille, mais il faut bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, c'est vrai, comme dans les vêtements aussi, il y a des labels.
Donc c'est vrai, il y a Ouais. Ecotex et après il y a les labels pour la laine. Oui, Voilà, ça, il y a pour la plusieurs soie, labels. etc. Ouais. Mais Après, la difficulté, c'est que dans l'ameublement, pour le moment, il n'y a pas ce type d'étiquette. Il y avait un projet qui était qui avait été proposé par, à l'époque, Ségolène Royal, sur l'étiquetage de tout l'ameublement, un peu comme sur l'électroménager, Mhm. avec un code couleur, Oui. est-ce Il y au a niveau de la ABCD, consommation EFG. énergétique, Mhm. etc. L'idée était de faire la même chose sur la partie ameublement, sur le taux d'émission des polluants chimiques. Mais pour cela, il faudrait-il que le secteur de l'ameublement soit prêt aussi à changer les process. Tout à fait. Donc derrière, il y en a qui... Et il y en a qui l'harmonisation bloquent. européenne aussi qui Qui va bloque. derrière. Donc forcément là, voilà, ça doit être aussi Oui, les normes l'idée c'est de européennes, pouvoir, oui, oui. tout à fait. J'ai fait des suggestions au niveau européen. Voilà, il n'y a pas longtemps, en allant dans une conférence à Bruxelles. Voilà. Et D'accord. mais après, je ne suis pas. on croise les doigts pour que ça avance. Bon, c'est pas la peine de tomber malade chez soi, quoi. De façon inopinée, puisque en fait, on ne s'en aperçoit pas. Enfin, c'est ça qu'il faut. C'est si on respire des cochonneries, alors que finalement, on croit qu'on est bien. Alors, quels sont les... Oui. Moi, personnellement, je peux dire juste par rapport de mon boulot, ça fait longtemps que j'utilise que des couleurs écologiques, surtout d'abord pour la santé personnelle. Et après, ça touche beaucoup mes enfants qui passent beaucoup de temps avec moi dans mon atelier ou à la maison, même quand assez souvent, je pars même à la maison. Du coup, je suis vraiment basée sur complètement matériel écologique. Oui, il n'y a pas d'acrylique, c'est ça, puis c'est pas, ça sent pas mauvais, quoi. Enfin, Exactement. Ouais. Exact. Et tes peintures, justement, si elles sont écologiques, elles sont à base de quoi? De l'eau. De l'eau. d'eau, Mhm. à base d'eau. D'accord. Oui. Ok. Ça c'est bien. Donc peigner avec l'eau. Oui, il y a pas d'or, on sent pas en fait. Oui. Même le lac de la protection de la couleur est aussi complètement écologique. Génial ça. C'est très C'est bien. vrai qu'à chaque Je fois. pourrais rajouter qu'il existe aussi des peintures dépolluantes également. Et il y a, oui, Ah, c'est-à-dire ça, je viens qu'elles d'apprendre. captent, elles Dépolluantes, captent, carrément. oui, elles captent les polluants qui sont dans l'air. Ouais. Et il y a également des peintures à zéro émission. Donc il y a dans les A+, il y en a où ils vont marquer il y a tant de pourcentage de COV, mais l'idée c'est de trouver celles qui sont à zéro. Alors c'est vrai qu'elles vont coûter plus cher, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du rapport du luxe, etc. Et c'est vrai que malheureusement, plus on est sur des choses saines, et plus... Ben, c'est voilà, ça. c'est parce que au niveau technologique aussi... Moi j'ai l'impression que la santé c'est devenu un luxe, quoi. Enfin c'est. Oui, non mais... Oui, C'est ça. complètement. C'est vrai. Même pour se soigner, Dans tous c'est les dingue. domaines, Oui. voilà, personnel, Oui. environnement, enfin, c'est vrai. Et vous savez que les seules personnes qui payent pour vivre, c'est qui? Ah, c'est nous. Ce sont les humains. Ce sont les humains. Exactement. C'est vrai. C'est vrai, donc on paye pour vivre. Gladys, justement, alors quels sont les matériaux les plus nocifs que l'on retrouve dans le mobilier classique? Je pense au phtalate, par exemple. Et comment on peut les remplacer lorsqu'on fabrique un meuble écologique? Alors, en fait, par exemple, vous avez les MDF, ce sont les bois compressés. Par exemple, là, les plaques de bois qui sont compressées, qui sont utilisées dans la fabrication. Et en fait, dans l'assemblage des fibres de bois, il y a une colle qui est utilisée pour justement les compacter. Et c'est lors de ce process-là que du coup, ce sont des matériaux très souvent qui sont émissifs. D'accord. Après, il y a certains qui ont développé des MDF compressés qui respectent les normes de qualité de l'air intérieur. Mais ceux-là sont très... Enfin, je veux dire, ils n'utilisent pas ça pour les D'accord. questions de coût, de rentabilité, etc. Et c'est plutôt... certaines marques sont dans la rentabilité et vendre un maximum sans forcément regarder sur la santé des personnes. Donc l'idée c'est de pouvoir remplacer soit par du bois massif tout simplement, mais après la question parfois du bois massif, on se dit oui mais on est obligé de couper des arbres pour pouvoir, même si effectivement derrière ils sont replantés,
sera à double après, tranchant. Oui. c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir au maximum réfléchir à la meilleure stratégie. Soit effectivement choisir des panneaux de MDF qui sont compressés mais qui respectent les normes, ou soit utiliser, s'il y a aussi les alliages, l'aluminium qui est utilisé. Nous on l'utilise aussi en partie parce que c'est quand même plus costaud et ça ne rouille pas dans les pays tropicaux notamment. L'aluminium ne rouille pas dans les pays tropicaux quand il fait chaud. C'est génial. C'est plus solide. Ouais. C'est incroyable. Mina, et du coup, du point de vue énergétique, comment un lieu peut influencer notre état émotionnel, notre fatigue, notre harmonie intérieure? Bah oui, c'est Et là, du effectivement, coup, oui, ça parle peut aussi de ça. Oui, bah moi je suis pas quelqu'un qui fait énormément attention au lieu. En fait, je trouve d'abord que je commence par moi-même et que moi-même je me sens 100% bien. Après, je vais organiser un peu le lieu aussi, en fait. Mais je vais pas m'occuper d'abord de lieu. Et puis si déjà mon travail sur moi-même il est pas fait, pour moi je suis incomplète alors. Du coup, je préfère être complète à 100% pour pouvoir m'occuper de lieu. Effectivement, après, bah les couleurs déjà aussi ça joue énormément. Si la personne est super sombre, elle va choisir aussi des choses qui remplacent un petit peu qu'est-ce qu'elle dégage à l'intérieur. En fait, du coup, elle va s'habiller aussi avec les couleurs sombres. Elle va dégager un peu comment elle se sent aussi dans son environnement. D'où en fait que c'est important. Tout ce que tu viens de dire, Gladys, je suis complètement d'accord avec ça. Je commence à faire attention aussi sur certains points, certaines choses, et je vis un peu mieux dans mon espace parce que j'ai plus par exemple des plantes. Je vois tout de suite qu'il y a une autre vie en fait qui est présente dans mon appartement. Mais d'abord, pour arriver à faire ça, j'étais obligée de faire un travail sur moi-même. Et maintenant que je me sens très bien dans ma peau et que je peux aider aussi aux autres avec mes conseils, en fait là je suis en train de changer tout, mon environnement, tout un peu, en fait tout ce qui m'entoure, ça change aussi. Forcément. Et mon environnement et mon appartement, effectivement aussi. C'est très important. Ouais. Et je voulais poser une question, mais en fait pour tout le monde, par exemple sur les encens. Sur ce qu'on peut brûler, les huiles essentielles. Est-ce que ça a un impact positif? Est-ce que ça a un impact sur la qualité de l'air, par exemple? Alors, le regard. Ça m'intéresse parce que j'en utilise beaucoup. Bah oui. J'ai eu cette question parce que c'est vrai qu'au niveau spirituel, l'encens est utilisé pour purifier, on va dire, au niveau énergétique. C'est ça. Et en même temps, non, ce n'est pas bon pour en tout cas la partie qualité de l'air. Mais moi, j'estime que, on sait très bien que les personnes ont certaines croyances, etc. Donc, je dirais qu'il faut juste faire attention lorsqu'on l'utilise à bien ensuite aérer la maison pour ne pas que les émanations de l'encens puissent Et les fumer. huiles essentielles, pareil? Alors, les huiles essentielles, ce sont des faux amis, c'est-à-dire que parfois c'est souvent vendu comme assainissant, mais en fait, ça va vous rajouter dans l'air des polluants chimiques. Donc, c'est pareil, ça peut être utilisé, mais peut pas dire que ça avec modération, parce que les huiles essentielles normalement c'est fait à partir de la plante. Oui, il y a de la plante, ils font de la chimie aussi, mais en fait dedans il y a des particules chimiques tout de même qui vont émaner lorsque ça va être diffusé. D'accord. Ok. Même les bombes aérosols aussi finissantes. J'ai envie juste dire quelque chose. Tout à l'heure, tu m'as posé la question. C'est important aussi. Par exemple, moi, je vais parler d'Irena parce qu'on se connaît très très bien. J'ai un tableau d'Irena chez moi. Et en fait, ce qui se passe avec ces énergies qu'elle a dégagées sur ce tableau, en fait, il y a un espace de sérénité, un espace de libération dans ma maison. Voilà. C'est pas parce que c'est quelqu'un que je connais très très bien. C'est aussi quelqu'un qui médite. Du coup, quand elle fait ces tableaux, du coup, ce qu'elle dégage, c'est aussi une énergie apaisante. Et ça peut se ressentir. J'ai eu des amis qui sont venus, qui ont vu le tableau aussi, m'ont posé la question, waouh, mais c'est magnifique, ça dégage quelque chose, ça dégage une femme libre, c'est tout à fait toi ça et tout ça. Je dis oui, tout à fait. Mais c'est pas moi sur ce tableau, c'est une autre femme. Et effectivement, c'est une autre femme, mais ce qu'elle dégage, ça me représente aussi.
D'accord. D'où en fait que ça peut vraiment jouer aussi sur notre environnement. Qu'est-ce qu'on Oui, met tout à en fait. fait sur C'est nos ça. murs. Ouais. Bah, bien sûr, pour bien toi, sûr. ça a amélioré le lieu où tu vis. Exactement, bah oui, tout à C'est fait. ça. C'est Parce vrai que le choix des objets est très important. Tout à fait, oui. Pas comme des plantes. Il y a aussi le voilà. feng shui en Oui. fonction de la zone. Oui. Il y a des choses, par exemple les miroirs, il ne faut pas les placer partout. Enfin, par exemple, pas en face d'une entrée, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Pas de miroir Ça, en j'ai face d'une étudié entrée. par rapport de Feng Shui. J'ai fait énormément attention dans l'appartement où j'habite. Ouais. Pourquoi Ah. il ne faut pas les placer en face de l'entrée? En fait, c'est parce qu'il y a un Failli le faire. flux énergétique qui va rentrer dans l'habitat et le miroir va refléter et va refaire partie. Sortir. Ouais. D'accord. L'énergie de l'appartement va sortir Exactement. tout de suite dans l'appartement si le miroir est en face de la porte de l'entrée. D'accord. Moi, il y en a, c'est quand tu frappes à la porte et que la personne vient t'ouvrir et que, en fait, en face de la porte, il y a très peu d'espace et en fait, il y a un immense miroir. En fait, c'est pas bon, en fait, c'est ça? Ou est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pour clôturer, en fait, l'appartement? Je sais pas, est-ce que c'est une façon de fermer la porte? Il faut que le miroir il ne soit pas face à la porte. Mm. Parce que ça fait un reflet. Oui. Voilà. Oui, ça fait un Sur le côté, mais pas en face. Mm. Alors, qu'est-ce qui distingue, comment dire, qu'est-ce qui distingue un canapé ou un lit classique d'un mobilier conçu pour préserver la qualité de l'air intérieur? Malheureusement, le mobilier classique, il n'a pas été conçu pour votre santé. Il a été conçu Pour notre esthétiquement confort. Oui, pour faire du chiffre. pour un coût. Ouais. Voilà. Alors, oui, le confort, être bien assis ou bien dormir éventuellement, mais pas forcément sur le type de matériaux utilisés. Est-ce qu'ils vont intoxiquer les personnes? Ce ne sont pas des questions que les fabricants se posaient avant. Ouais. Par contre, de plus en plus, le fait d'avoir... je suis pas seule à faire aussi des conférences, etc. Et à faire en sorte de monter au créneau au niveau du gouvernement pour une prise de conscience plus généralisée aussi des fabricants. De plus en plus, ce sont des choses auxquelles ils commencent à réfléchir et on voit un essor de marques de plus en plus qui vont respecter la santé des personnes. Donc moi, je pense qu'on est en bonne voie. Et plus les fabricants, en tout cas plus aussi la prise de conscience des personnes, ils vont diriger leur choix vers des marques responsables, forcément les fabricants vont être obligés de suivre. Parce que finalement c'est le consommateur qui dirige. Exact. Si on n'achète pas, ça se vend pas. Exactement, c'est ça. Exactement. D'où le consommateur a vraiment la seule Ouais, lui mais on qui a du dirige. chemin à faire, n'est-ce pas, pour éduquer les consommateurs, tu vois, dans les meubles, dans les vêtements, Oui. voilà. Pourquoi bah, Shein ça. Il y a aura pu ouvrir toujours les personnes, par exemple, je prends le contraste entre les clients de Shein, je sais pas comment on dit, Shein, oui, si. Shein, Mais, voilà. c'est ça. Et oui, bon, après. Il y a la demande. Et les personnes qui sont dans l'éco-responsable, les deux mondes s'opposent en fait. L'un voit son porte-monnaie uniquement, ne se soucie pas, ou bien même s'ils le savent, mais bon, c'est leur porte-monnaie qui les dirige. Et les autres qui ont plus de moyens, eux ont la capacité de dire non, je n'achète pas parce que de toutes les manières, je peux acheter autrement. Exact. Et je pense que dans l'ameublement, ça sera exactement la même chose dans un premier temps. Mais plus il y aura de marques qui vont, et puis que les consommateurs, et qu'on en parle au quotidien, forcément, ils vont être obligés de trouver des moyens de pouvoir produire aussi en masse, mais en respectant les gens, tout simplement. Et que ça ne soit pas le porte-monnaie qui dirige, que les gens n'aillent pas s'intoxiquer juste parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fait. C'est ça. Ça, c'est cette phrase. Ne Après, pas s'intoxiquer parce qu'on n'a pas les moyens. Oui, mais c'est vrai, Et après, et même par rapport aux consommateurs qui sont attachés à leur porte-monnaie, il y a aussi une éducation à faire parce que, par exemple, si on compte combien de fois on va mettre le vêtement Temu ou Shein, on met une fois, 2 fois, on lave, terminé. Et combien de fois on va mettre le vêtement qui coûte plus cher mais qui va être durable. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le coût de portage. C'est combien de fois je porte et du coup à combien ça me revient.
Et pour les meubles, je pense que ça se fera de la Exactement. même façon. C'est-à-dire que combien va durer ce canapé, combien va durer 20 ans. le lit, non, mais c'est ça. Combien je vais dépenser pour les problèmes de santé, d'asthme, d'allergie, Oui, tout à fait. d'allergie cutanée, etc. Donc, Exact. c'est pareil. Je veux dire, Bah, c'est un c'est vrai que investissement. quand tu regardes, par exemple, des chaises qui datent de Louis XIV, de Louis XVI, et pourtant ça fait 300 ans quand même, et qu'aujourd'hui, une chaise, au bout de 5 ans, elle est morte, on se pose Une la société question. de consommation. C'est ça, c'est les années 50 qu'on fait mal, quoi. C'est la société. Dès qu'on a eu la société de consommation, on consomme, et c'est plus durable, quoi. Et là, on essaye justement de retrouver presque, je dirais, la qualité. Alors, ceux qui veulent s'acheter des chaises c'était Louis XIV, là, ils peuvent y aller, ça peut durer encore 600 ans. Hein, voilà. Mais ils construisaient pas les meubles de la même manière, quoi. Mais voilà, après, il y a cette éducation des consommateurs à faire. Exactement, Aussi, d'où calculer la les coûts, mais sensibilisation. calculer différemment. C'est ça. Pas le même calcul qu'on fait. Du coup. C'est ça. Mais alors après, il faut voir au niveau du prix. Parce que c'est vrai que si c'est cher et que la personne, elle gagne que le SMIC chez elle, il va falloir que je mette de côté. Et c'est vrai que c'est pas simple, en fait, de... C'est pas évident, c'est sûr. Mais après, il y a, comment dirais-je, sur la partie des vêtements, moi, en tout cas, je prends mon cas personnel, je préfère parfois ne pas acheter pour acheter correctement quand le porte-monnaie le permet, plutôt que d'acheter pas cher parce que je sais que ça ne dure pas. Exactement. Simplement. Oui, mettre pour jeter, ça sert à rien. C'est ça. Mina, j'avais une question. On parle souvent de maison qui respire. Bon, je sais que chez toi, c'est une maison qui respire. Comment aider quelqu'un à reconnecter son intérieur à une énergie plus douce, plus apaisée, plus à l'anglaise soulful? Intéressant comme question. Surtout, d'abord, je conseille toujours la personne qu'elle se connecte avec elle-même d'abord, qu'elle découvre qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre dans son appartement, et toutes les choses qui servent à rien, en fait, de dégager de l'espace. Parce que c'est ça aussi qui nous prend beaucoup d'énergie. Imaginons qu'on met nos anciennes affaires et puis qu'on ne jette pas, mais on n'utilise pas. En fait, c'est des énergies qui restent, entre guillemets, où en fait, il n'y a pas besoin. C'est comme notre souvenir, nos émotions et tout ça, tout ce qu'on garde. Et en pensant, tu te souviens, il y a 10 ans, j'ai vécu cette trauma et tout ça, pourquoi tu reviens sur ça? Si tu l'as guéri, si tu as passé à autre chose, tu laisses dans ton passé, tu avances vers le futur, mais tu sois... Voilà, c'est la même chose avec les choses qui peuvent être à la maison bloquées ou bloquées en nous-mêmes. Du coup, si on est bloqué, il y a des énergies qui bloquent encore ou des choses qui ne sont pas réglées, en fait, comme des peurs, de plein de choses, en fait, au côté émotionnel et mental aussi, forcément que notre espace, en fait, il va pas avoir ça va pas être une maison qui respire, parce que nous-mêmes, déjà, on se sent pas bien avec nous-mêmes. D'où, en fait, que c'est normal que on peut pas s'occuper aussi ni des autres, mais ni de notre maison, et puis on laisse les choses traîner, on la nettoie une fois par semaine, 2 fois, ça dépend des gens, je vois énormément de cas aussi, et quand je travaille avec les femmes que j'accompagne, on regarde tout, on regarde la garde-robe, on regarde la maison, on change les couleurs, on voit tout ce qu'en fait ça peut apporter le bonheur, comment tu te sens bien dans ton espace. Est-ce que tu te sens bien? Elle me dit, mais non, tu sais, j'aime pas ça, pourquoi tu changes pas? Pourquoi tu le gardes encore? Je ne sais pas. C'est tout à fait en fait quelque chose qu'on ne se pose pas comme question, mais tout ça c'est important en fait pour vivre mieux avec nous-mêmes d'abord. Exactement. Et quand tu viens par exemple chez moi, tu vas me dire oui, ta maison, je me sens bien et tout, il y a des couleurs et tout ça. Effectivement, parce que j'ai mis mes énergies dedans. Du coup, c'est mon espace secret. Ça veut dire aussi que je vais pas je vais pas laisser en fait la personne, n'importe qui, venir chez moi. C'est mon espace, c'est mon cercle, je le protège, d'où en fait que je vais accepter les gens qui sont sur la même vibration que moi et les gens qui tiennent, en fait, que je tiens à cœur, mais pas n'importe qui en fait, il peut rentrer dans ma maison. Et ça, c'est très important. Entièrement d'accord avec toi. Je fonctionne comme ça. Ouais. Et j'ai une question pour vous trois. Comment trouver l'équilibre entre design, écologie, santé et durabilité? Comment trouver cet équilibre? Par quoi on commence? Moi, ça se fait très naturellement. Déjà, ça commence par une feuille de papier.
Bon, recyclé. Déjà. C'est du papier recyclé. Papier, oui. Et puis ensuite, en fait, on met à plat, en fait, il faut toujours, c'est un peu dans la vie, il faut toujours marquer ses objectifs. Donc l'idée, c'est de marquer tout simplement là où on veut aller. Et puis après, de noter en fait les différentes phases et ce qu'on va devoir utiliser et par où on va passer pour atteindre l'objet final. Voilà. Et puis après, on fait des tests, des prototypes, etc. Jusqu'à arriver à quelque chose qui est à la fois esthétique, qui correspond... parce que l'esthétique est aussi importante que la durabilité, que la santé. Oui, bien sûr. On a des yeux, c'est pour voir. Et donc, ça commence par la vue. Donc, l'esthétique, le confort. Et est-ce que ça respecte à la fois l'humain, mais à la fois la planète? Ouais, c'est vraiment deux questions qu'il ne faut pas oublier. C'est... ouais. Et tiens, Irena, justement, on voit le design, santé, écologie, mais il y a aussi la lumière. Et la lumière, est-ce qu'elle joue un rôle dans la qualité d'un habitat? Je dirais oui, normalement. Oui, bien sûr, exactement. J'ai fait énormément attention à ça par rapport de tous les objets que je garde dans mon appartement, les immeubles, surtout les tableaux. Comme mon appartement est un petit musée et je fais énormément attention à quelle image je vais regarder toute la journée. Au salon, je me repose, quelle énergie les tableaux vont dégager, est-ce que c'est lumineux ou pas? Pour moi, c'est les choses qui sont essentielles pour la vie. Et comment justement tu utilises la lumière naturelle et artificielle pour créer un bien-être? Parce qu'on a plusieurs lumières. Je préfère lumière naturelle. Et mon appartement est vraiment à côté du sud, énormément lumineuse. Et j'ai vraiment regardé d'abord ça quand j'ai choisi l'appartement où je vais habiter. Surtout après, j'ai tout meublé par rapport de Feng Shui. J'ai bien regardé quelle énergie va arriver dans l'appartement. Et c'est bien lié avec ma personnalité. Voilà. Lumineuse. Gladys, le Feng Shui à première vue, est-ce que quand on fait comment on appelle ça, quand on fait une analyse, est-ce que ça rentre en jeu? Est-ce qu'on se dirige plus vers est-ce qu'on propose du Feng Shui ou pas? Alors moi sincèrement, je n'ai pas fait de formation spécifique sur le Feng Shui, mais c'est quelque chose qui depuis mon jeune âge m'a toujours intéressée. J'avais ma mère m'offrait même des livres sur le Feng Shui. Donc je me suis un peu documentée et c'est vrai que en fait ça coule un peu de source finalement le Feng Shui et notamment l'orientation par exemple parce que j'ai fait aussi des plans de maison et du coup on va conseiller l'orientation d'une maison en fonction du soleil, de la lumière. Si on est en Guyane, on ne va pas positionner de la même manière les salles de bain, par exemple, par rapport au séjour. On va éviter de les positionner dans le côté ouest parce que ça va prendre énormément plus d'humidité. Donc, tout dépend du pays où vous êtes. Voilà, exactement. Et on adapte. Peut-être que toi tu t'y connais plus en Feng Shui, je pense. Moi je connais quelques bases, j'ai parlé du miroir là, tout à l'heure. Il y a l'emplacement, je sais aussi des lits, des pièces, etc. Mais voilà, je te laisse la main sur ça. J'ai vraiment travaillé pour ma vie personnelle, pas pour les autres. J'ai pas fait la formation professionnelle pour tout le monde. J'ai vraiment tout ça, c'est basé pour ma vie privée, pour le boulot et l'art, que ça donne plus la luminosité pour les autres. En fait, la but, quand je crée mes tableaux, c'est pour partager la lumière que je porte en moi avec les autres et que j'amène dans les appartements la lumière que je porte en moi. Super, c'est magnifique. Moi, quand j'ai découvert ces peintures, en fait, c'est pareil. Ça a été, on était Galerie Vivienne, je m'en souviens. Exactement. Et c'était les trois qui. Et c'était les trois. Moi, la première chose que je disais, c'est là.
Incroyable. Les chats et la femme, non? Oui, exactement. Voilà. La Ouais, femme, elle est chez moi. exactement. Les chats et Exactement. la femme, tout à fait. Voilà. Et on a même, on a fait la photo, dans le reportage, c'était ça. Enfin, c'est Ouais, vraiment- et puis voilà. Tu vois. Puis l'indienne, elle est. Ouais. Ah oui. Celle-là, elle est Merci. magnifique. Non, mais hein. enfin, tes toiles sont magnifiques. Merci. Pour venir le 20 novembre. C'est surtout à son la énergie qui est galerie magnifique. Oui, oui, oui. C'est ça, en Bah, fait. c'est ça. l'énergie. Moi, ce que j'aime Après, il y a bien. Oui, le talent, il est là. on ah le oui. voit. Ouais, c'est ça. Oui, je peux Mais avoir s'il y a beaucoup que des talents, on peut d'énergie, voir mais des je peux choses pas sombres peindre aussi, comme tu ça. sais. Désolée. Oui. En fait, le talent, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment l'indicatrice en fait principale, tu vois. Ce qu'elle porte en elle, moi, je dis que je suis sa première fan en fait, parce qu'elle montre ce qu'elle porte. Et c'est ça qui m'a attirée aussi en fait de regarder en fait juste ces tableaux, de rester devant et regarder. Comme si j'absorbe aussi d'énergie en fait qu'elle me donne. On partage, on fait un partage avec un tableau qui est pas vivant mais qui dégage une énergie, il y a une lumière. Et ça, j'ai vu tellement de tableaux jusqu'à aujourd'hui. J'ai senti vraiment quelque chose de très lumineux dans ces tableaux. Oui, c'est vrai. J'ai vu énormément de tableaux aussi des amis, certains amis, mais j'ai senti des énergies différentes aussi. Du coup, c'est la personne qui peint en fait, qui montre Claire, vraiment oui, tout quelque à fait. chose en elle. Non, mais c'est impossible. 20h58. C'est un être de lumière. On est tous, devrait, on est tous. Oh, il y en a, je ne sais pas. Voilà, il est 20h58 sur Armada. On pourrait parler des heures avec nos invités. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci tout d'abord à Irena Maric. Je rappelle l'exposition Soleil d'Ambre. À partir de demain et jusqu'au 30 novembre, une exposition collective à la galerie The Musca au 13 rue d'Ormesson à Paris dans le 4e. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Gladys Epailly, fondatrice des entreprises internationales Mander et Inexter. Et je rappelle le site mander.fr. Si, et le livre est en vente sur Amazon. Et le livre est en vente chez Amazon. Ça s'appelle Le guide air intérieur pur. D'ailleurs, voilà, on voit le cycle quand vous voyez les trois vagues, on va dire. Ça s'appelle C'était pour Trois courants signifier d'air. l'air en fait qui circule. l'air qui circule. Ça, c'est top. Merci beaucoup, Mina Gajovic. Je rappelle qu'on peut te suivre et te contacter donc, sur ta page Instagram, Femme de Déclic, femme-8 Déclic. Merci beaucoup à Sophie pour les photos et pour les vidéos. Bientôt, vous pourrez voir ces travaux, ces images sur nos réseaux. Oh, tu fais des rimes! Faire exprès. Oh là là, c'est beau. Merci beaucoup à nos chroniqueurs et chroniqueuses, même à distance. Merci à Nolan, à la régie et à toute son équipe. Je rappelle que chaque jour, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, que ce soit sur notre page Instagram, Bienvenue à l'Est. Et bien sûr, aussi sur notre chaîne YouTube Bienvenue à l'Est Média, vous pouvez revoir nos reportages et nos podcasts. Et ouais. Et puis pour les amoureux de la musique, retrouvez-nous sur Spotify, Bienvenue à l'Est Média. Bientôt, on va être sur Deezer. Vous passerez un merveilleux moment à l'écoute des stars de la scène musicale des pays de l'Europe centrale et orientale, à la fois par année et puis par pays. Et si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous écrire aussi sur LinkedIn. Bienvenue à l'Est Média. On vous répondra avec grand plaisir. Voilà, merci d'être encore de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup à Rabat Baloul pour sa confiance. Merci à nos partenaires. La semaine prochaine, nous ferons une émission spéciale Slovénie. Nous recevrons son Excellence Madame Renata Swelbar-Beck, ambassadrice de la République de Slovénie, ainsi que Madame Daria Goulech, déléguée permanente de la République de Slovénie auprès de l'UNESCO, mais aussi des associations slovènes. Merci Anna. Merci Jérôme et rendez-vous la semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est sur Armada. Gardez le sourire, c'est le plus important.